Bonjour à tous, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur ce live Twitch de Mammouth Media. Je suis avec Antoine, bonjour. Salut Jean, ça va? Très bien, très bien. Alors voilà, aujourd'hui, si on se retrouve en direct, c'est pour un climaton. Qu'est-ce que c'est? Et oui, effectivement, c'est un climaton qui est organisé par l'IEC cette année. Alors, on pourrait le résumer comme une boîte à idées finalement, hein. Dans la lutte contre le réchauffement climatique, il y a différents projets, différentes innovations qu'on va mettre en avant en tant qu'apprenti journaliste. Et on en a pas mal hein, avec nous. On a 4 groupes pour 4 différents secteurs, n'est-ce pas? Ouais, on va commencer avec le secteur du transport, où il y a différentes solutions, bien entendu, qui sont envisagées, dont notamment, plus étonnamment, le transport maritime. Et effectivement, c'est un des grands points finalement aussi, hein, le transport dans la lutte contre le réchauffement climatique. C'est un des points essentiels à modifier. Alors, bonjour au chat aussi, hein, on ne va pas l'oublier, on est quand même sur Twitch avant tout. Bonjour Lightspeed Bullet, le grand Sozo et le Zoran, avec le grand Sozo qui est déjà très très chaud puisqu'il nous dit si j'offre 50 subs, est-ce que vous dansez? Alors moi personnellement, oui, avec plaisir. Régalé. On va essayer, On peut le faire, on va clairement. essayer surtout de rattraper le retard dans un premier temps. Oui, Après, on est un peu en on retard. peut discuter par la suite, mais chaque chose en son temps. C'est ça. Après, on va parler de l'enseignement. Ça tombe bien, on est des étudiants, on est dans une haute école. Absolument, on est même au Love 58 d'ailleurs, très belle ambiance pour ce début de live. Voilà, et on va parler de la nourriture parce que il faut bien se nourrir. Comment est-ce que ça se passera dans l'avenir? Quel avenir ont certains secteurs? Ils sont plus en vogue avec ces questions comme le bio. Absolument, et tu parles de bio, on va même terminer, c'est surtout en deuxième partie d'émission, en troisième groupe, ce sera la biodiversité qui animera cette deuxième partie d'émission. Il y a du lourd, on a de la faune et de la flore, vous verrez, on va passer vraiment par tous les points, ça va être très très chouette. Et du coup, voilà, n'hésitez pas à réagir. La casquette, c'est plus, c'est validé. C'est surtout que les coiffeurs viennent de réouvrir, mais ma place n'a pas encore été inscrite, donc ce sera pour bientôt. Alors voilà, on va quand même commencer concrètement et on va parler de bateaux avec vous. Alors, Oui, on m'entend. Oui, Vous parliez d'apprentis journalistes, Oui. ce sont nous, surtout apprentis, moins journalistes. Mais donc ce soir, on vous emmène au canal. En tout cas, ce soir, c'est ce qui est écrit sur ma feuille, mais cet après-midi, on vous emmène au canal. Qui dit canal dit tour en bateau. On montera au bord du Waterbus. Mais avant ça, on va d'abord s'arrêter quelques instants quand même au port de Bruxelles. Il est parfois méconnu de certains Bruxellois. Il n'y a pas que des Bruxellois dans la salle, donc on va parler de ça. Un port qui présente en fait des atouts écologiques importants dans le développement du transport aussi de marchandises et donc de personnes. On en parlera un petit peu aussi. Parfait. Donc oui, on va parler en effet du port en premier. Le port de Bruxelles est au cœur de la capitale et donc au centre de l'Europe. Situé sur l'axe fluvial Anvers-Bruxelles-Charleroi, il s'agit d'un lieu de transit stratégique. Donc avec ses 107 hectares et plus de 5 km de quais, le port de Bruxelles est le second port intérieur belge après celui de Liège. Le port dit avoir comme objectif la promotion d'un mode de transport de marchandises respectueux de l'environnement, le développement de l'emploi et une meilleure distribution urbaine. Et donc pour mieux comprendre tout ça, on a rencontré Sylvain Godefroy, porte-parole du port de Bruxelles. Le port a toujours été, c'est toujours comme ça qu'on l'a considéré, comme a toujours eu un rôle environnemental, puisque au cœur de la mission du port, c'est la promotion du transport par la voie d'eau, qui est, quand on compare tous les modes de transport, le mode de transport le plus respectueux de l'environnement. Je ne dis pas pour autant que ce mode de transport n'a aucun impact, mais en tout cas il a un impact beaucoup moins important que le transport routier par exemple. Donc, plus concrètement, en 2012, le transport de marchandises par bateau à Bruxelles a permis d'éviter à plus de 600 000 camions de circuler dans la ville. Donc au final, le port profite du seul axe de Bruxelles qui n'est jamais embouteillé. Ça fait longtemps que l'Europe dit que le transport fluvial intérieur est une solution pour désengorger les routes européennes. L'exemple de Bruxelles est flagrant, hein. Il n'y a jamais d'embouteillage sur le canal. La navigation par les eaux intérieures est présentée comme une vraie alternative au transport sur eau. Pourtant, on l'entend souvent, les navires maritimes polluent énormément, alors pourquoi le transport fluvial serait plus éco-friendly? Damien Ernst, spécialiste en question d'énergie, nous permet de comprendre en quoi le transport fluvial est plus avantageux. En tout cas, nous, on en est persuadés au port que c'est une solution d'avenir, même si
c'est une solution aussi qui a toujours existé finalement. Hein. Bruxelles est née, on la voit plus maintenant, mais Bruxelles est née sur la Seine, qui est une rivière, parce que la rivière était là. C'est vrai qu'à partir des années 60, on a eu ce mouvement vers le tout au camion, mais la vraie modernité, c'est le transport par voie d'eau. Évidemment qu'on ne va jamais supprimer tous les camions. Hein. Donc, oui, pardon, excusez-moi pour ça. En effet, donc, alors, Sylvain de Godefroy, excusez-moi, c'était bien Sylvain de Godefroy et je me suis trompée. Sylvain de Godefroy, le porte-parole du port, est aussi convaincu que c'est l'avenir donc, du transport fluvial. Mais Arthur, à côté de moi, va nous expliquer un peu d'où ça vient au final ce transport fluvial à Bruxelles. Oui, parce que pour comprendre les raisons de la construction du canal, il faut revenir aussi aux origines de Bruxelles. Donc on le sait, Bruxelles, ou on ne sait pas, mais Bruxelles serait née au Xe siècle ou un peu avant. Les historiens ne sont pas toujours d'accord. Est-ce que c'était avant la naissance de Michel Drucker ou après la naissance? Voilà, c'est pas toujours facile. Et donc la vallée de la Seine constitue le berceau de la ville. La Seine a bien évidemment aidé au développement de Bruxelles. Elle est l'axe principal qui relie cette ville au pôle économique anversois et donc à la mer du Nord via l'Escaut. Deux problèmes se sont quand même posés avec la Seine. Premièrement, l'hygiène, puisque la Seine était un égout à ciel ouvert. Et en plus de ça, la Seine était tracée la plus droite dans l'histoire des fleuves. Et donc, en 1531, beaucoup les lignes droites, va donc donner son accord pour construire un canal en moins courbe. Ça a pris 30 ans, des travaux publics très longs. C'était à l'époque le SPF Bourgogne. Et donc la construction des canals s'achève en 1561. Et à cette époque, donc, le canal, c'était 28 km qui reliait Bruxelles à Willebroek, d'où le nom, le canal de Willebroek. Et en fait, on verra que grâce à cette connexion, Bruxelles et Anvers, qui étaient deux villes qui n'étaient pas les plus importantes des Pays-Bas espagnols à l'époque, mais en fait vont prendre en importance. Anvers va devenir le premier centre financier et commercial du monde, et Bruxelles, le centre politique et la résidence de Charles Quint. Ça, c'est pour la partie nord. Et puis, on a la partie plus ou moins à l'indépendance de la Belgique. Ça a été commencé avant, mais c'est défini en 1832, qui avait été créé en fait pour deux raisons. Premièrement, le canal Bruxelles-Charleroi pour attirer Felice Mazzu dans les clubs de la capitale. Et la vraie raison, assurer la liaison avec le bassin minier du Hainaut, qui était riche en charbon. Et cette arrivée massive de charbon va faire donc de Bruxelles le premier bassin d'emploi industriel du pays. On arrive au XXe siècle, le ferroviaire sature et où des bassins seront construits pour, en gros, attirer des très gros bateaux. Donc, dépasser le trafic fluvial et toucher aux dépens donc du canal et du port de Bruxelles. À partir de 93, régionalisation du port et du canal, sous l'impulsion de nouvelles autorités publiques, la voie d'eau se remet à flot et est amenée à jouer un rôle important, et donc son trafic ira en augmentant jusqu'à aujourd'hui, passant même très bien la crise du Covid. C'est tout pour moi. Parfait, merci Arthur pour ce petit éclaircissement. Enfin, petit, c'était un petit peu long, mais ça va. On a tout bien cadré. Alors, je vais juste demander un petit signe à la régie, à la prod, pour me dire s'ils ont les extraits de Damien Ernst. S'ils ne les ont pas, il n'y a pas de souci. Mais je voudrais juste savoir. D'accord, donc Damien Ernst, désolé pour la petite confusion plus tôt. Damien Ernst, spécialiste en questions d'énergie, nous permet de comprendre le transport fluvial et en quoi il est plus avantageux. La filière transport, c'est pas seulement le transport fluvial, ça c'est tout petit, c'est sous la filière transport maritime, les container ships. Effectivement, bon, c'est une filière qui émet énormément de CO2, grande consommatrice d'énergie. Mais quand tu regardes, hein, quand on est dans le domaine du transport, on parle toujours en termes d'énergie par tonne, par kilomètre parcouru, hein, en fait, par kilowattheure par tonne kilomètre, en fait. Donc, combien est-ce qu'il faut de kilowattheure pour bouger une tonne de fret d'un kilomètre? Et là, on remarque que la filière bateau, et plus le bateau est gros, plus c'est vrai, est extrêmement efficace. Et là, on parle d'une efficacité de l'ordre de 50 à 100 fois plus efficace énergétiquement sur ces longues distances. Donc, on peut faire appel à des très, très grands container ships. Maintenant, pour le transport, on va dire fluvial, les péniches, on n'est peut-être pas dans cette zone-là au niveau efficacité, on doit être dans une autre de l'ordre de 5 à 10 fois plus efficace énergétiquement.
Donc, pourtant, le diesel utilisé par les bateaux est très polluant, surtout en termes de soufre. Les réglementations européennes en la matière sont de plus en plus contraignantes, signe qu'il y a peut-être une amélioration en cours, même si le transport maritime reste polluant toutefois. Donc le port fluvial, enfin le port fluvial, quand tu regardes vraiment le bilan de toutes les émissions du transport par bateau, on va dire fluvial et maritime, c'est très très faible. Les grosses consommations ont lieu par le transport maritime, mais j'ai l'impression que le transport fluvial sera plus facile à décarboner rapidement, parce que tu as beaucoup de péniches en fait qui pourraient vraiment à mon avis, fonctionner assez rapidement à l'électrique. Sur des gros bateaux, c'est peut-être un peu plus difficile. Donc Damien Ernst nous explique qu'il y a de nouvelles technologies moins polluantes qui se développent également sur le marché du transport fluvial. Et il nous en parle. Très clairement, dans un premier temps, aller au gaz. À moyen terme, tu aimerais peut-être qu'il fonctionne à l'hydrogène. Et puis, tu as aussi les bateaux-batteries dans le futur. Il n'est pas du tout impossible que dans le futur, on va de plus en plus apparaître des bateaux qui fonctionneraient avec des batteries électriques, comme des véhicules électriques. Mais voilà, il n'y a pas que la marchandise qui prend le large. Le transport de personnes s'est également développé sur le canal. Et on vous a promis un petit tour en bateau. Alors, on vous embarque pour le faire. Et on part à la rencontre de Nicolas, le guide du Waterbus, et Catherine Demolle, aussi employée au Waterbus. À Bruxelles, le Waterbus sur le canal est un transport en commun écologique encore méconnu du grand public. Je suis animateur pour l'association River Tour et ici nous sommes sur le Waterbus, donc une initiative de River Tour pour faire découvrir le canal de Bruxelles à Vilvoorde d'une autre manière. Le but c'est de refamiliariser le public avec l'idée que le canal est aussi un lieu de loisir, puisque pour des raisons historiques et économiques en fait le canal a surtout une fonction purement industrielle et de plus en plus avec le fait que les industries sont déportées hors de la ville de Bruxelles, eh bien le canal redevient un lieu de vie. Alors il y a des projets, et je vais vraiment insister sur le mot projet, pour augmenter la fréquence du Waterbus, mettre des bateaux qui sont plus rapides, par exemple les bateaux que vous avez à Londres ou dans certaines villes en Hollande, qui sont des bateaux plus rapides et qui améliorent clairement la ponctualité. Je pense qu'il y a un contexte, une lame de fond un peu plus profonde, c'est aussi la question de l'écologie aussi qui traverse les esprits, puisque le bateau, voilà, malgré la consommation intrinsèque du bateau, c'est un gros transport en commun, donc ça permet de mutualiser, donc d'économiser moins par personne aussi. Voilà, je pense que toutes ces choses-là mises en perspective et le fait qu'il y a quelques années d'expérience maintenant et donc beaucoup de bouche à oreille qui se fait, ça fait qu'il y a de plus en plus de succès année après année. L'idée, c'est vraiment de pouvoir proposer un moyen de transport alternatif, mais en combinaison avec les trams, métro, bus, puisqu'on essaye quand même que les arrêts soient placés à des endroits où il y a des bus, des trams et des métros. Si c'est pour mettre un système de transport en commun qui est hors du système de transport public officiel, ça n'a pas beaucoup de sens et je ne vois pas comment le valoriser. Voilà. Je trouverais ça génial si on pouvait avoir la carte mobile qui serait validée et avoir une collaboration avec la STIB à plus long terme. Je pense que ce serait même très intelligent et pertinent. On pourrait avoir tout à fait un autre style de public, effectivement un public beaucoup plus proche des naveteurs. Imaginez par exemple on pourrait démarrer le bateau, on aurait des subsides pour nous permettre de démarrer le bateau 2 heures plus tôt et le terminer 2 heures plus tard. Là on touche clairement un autre public. Le Waterbus souhaite élargir son offre. Bruxelles by Water espère un soutien politique afin de développer leur projet. Je remets le dossier dans les mains du politique aussi pour pouvoir financer structurellement ce genre de projet et surtout les pérenniser dans le temps. Parce que pour l'instant, on fonctionne à la saison, de mai jusqu'à fin octobre. Jusqu'à présent, ils nous suivent pas à pas. Donc voilà, donc on a un comité de suivi qui travaille avec nous. Bon, ici, on a été quand même un petit peu à l'arrêt pendant 1 an et demi, donc on attend de voir ce qu'on va pouvoir faire. Et c'est pour ça qu'on fait des plans et une stratégie avec différentes phases. Depuis 2013, le Waterbus connaît un succès grandissant. À voir s'il sera intégré à la STIB pour devenir un transport en commun à part entière.
Et justement, voilà, la question du Waterbus, on l'a entendu, d'un côté une organisation qui est désireuse de nouer plus de liens avec la STIB. La STIB a été contactée, la porte-parole, Françoise Ledune, a été contactée et nous a répondu qu'il n'y avait pour le moment aucun projet de collaboration entre la STIB et le Waterbus. C'est fabuleux. En tout cas, après ces différents sujets, on va peut-être faire réagir notre invité en plateau. Il devait être deux. Finalement, Lise Naclé, conseillère au sein du cabinet de M. Marron, ne pourra pas être disponible. La communication était un peu à l'image du trafic bruxellois, un peu embouteillé, mais ce n'est pas grave. Monsieur Michel Debièvre est présent avec nous. Merci d'être là. Vous êtes président de la communauté portuaire de Bruxelles. C'est un beau titre. Qu'est-ce qui se cache derrière ça ? 150 sociétés qui sont actives le long du canal. Qui sont des concessionnaires du port de Bruxelles ou qui sont utilisateurs de la voie d'eau ou qui sont indirectement liés à des activités portuaires. On crée 8000 postes de travail et on gère pas mal pour l'économie bruxelloise. Rien que ça. On parlait tout à l'heure du Waterbus, on va engager sur ce sujet-là. Lorsqu'on regarde un petit peu dans des rapports, on voit votre nom qui s'affiche dedans. Oui, on voit votre nom qui s'affiche là-dedans. Quelle est la réponse qu'on peut apporter aux porteurs du projet du Waterbus ? Est-ce qu'un projet de mobilité sur le canal, c'est vraiment, premièrement, faisable et deuxièmement, désirable ? D'abord, je voudrais féliciter les gens de Brussels by Water parce qu'ils sont très courageux, parce que ce n'est pas évident quand on commence une nouvelle activité sur une voie fluviale qui est surtout pour la marchandise et pas pour le transport en public. Mais je crois que dans la situation actuelle, sociale, économique, durable et tout ça, c'est une très bonne initiative et j'y crois fort. C'est dommage que Bruxelles Mobilité ne veut pas, ou la STIB ne veut pas travailler. Mais disons qu'un des problèmes faibles, le problème faible de Brussels by Water, c'est la vitesse opérationnelle. Donc ça veut dire que le bateau ne va pas assez vite pour en faire un moyen réel de transport public. On ne peut pas tout simplement augmenter la vitesse de ce bateau ? Non, malheureusement, ou bien on change de type de bateau. Un catamaran, par exemple, pourrait aller beaucoup plus vite. Le problème avec ces bateaux qu'ils ont, ce sont des vieux bateaux, ils sont très sympathiques, mais ils font des vagues. Et les quais ne sont pas assez forts pour soutenir une vitesse plus importante. Donc, les modèles qu'on cite parfois, Rotterdam, Londres, pour dire voilà, là le Waterbus marche très bien, on est tout simplement limité physiquement à Bruxelles pour le faire. Rotterdam, c'est un très bon exemple. Il y a des taxis. Et ce sont des petits bateaux qui vont à une grande vitesse, mais qui font moins de vagues. Et l'année passée, l'autorité publique a testé avec des petits bateaux électriques sur la voie d'eau allant de Bouda jusqu'à Anderlecht. Et là, ça c'est peut-être le futur, mais ce sont des plus petits bateaux. L'avantage de Brussels by Water, c'est qu'on peut 50, 60 personnes. Ils montent à Vilvoorde, ils lisent le journal le matin, ils prennent leur petit déjeuner, mais ce sont des gens qui ont le temps de faire ce voyage pour aller au boulot. Mais ces petits bateaux électriques, ils ont certainement aussi un avenir. Ouais, ça c'est pour le transport de personnes. Si Bruxelles Mobilité nous regarde, on les invite à nous envoyer leur réaction. Je vois que Jean a une petite réaction. Oui, il y a une petite question ici dans le chat qui demande concrètement quel quartier pourrait être desservi. Quel quartier ? On part aujourd'hui de Vilvoorde, parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens de Brabant flamand qui rentrent dans Bruxelles. La chaussée de Vilvoorde, l'avenue de Vilvoorde est très utilisée le matin avec des voitures. La voie d'eau peut être certainement une alternative parce qu'il n'y a pas tellement de transport en public qui va dans cette direction-là. Alors il y a Bouda. Bouda, c'est juste à la frontière entre Brabant flamand et Bruxelles. Il y a énormément d'activités économiques. Ça peut dire que les gens de Vilvoorde peuvent facilement aller en bateau jusque-là, mais aussi des gens d'Anderlecht peuvent aller à Vilvoorde ou à Bouda, qui est encore la région bruxelloise. Puis, il y a tout le quartier Tour et Taxi, Citroën, le musée, qui attire quand même pas mal de monde. En été, Bruxelles plage et tout ça. À ce moment-là, il y a quand même beaucoup de visiteurs qui prennent ce bateau pour venir au centre de Bruxelles au lieu de prendre le train, le bus ou la voiture. Il faut savoir aussi que, je m'excuse, pour vendre Bruxelles et de dire, voilà, on a un port, on a des activités économiques le long du canal. C'est une fois intéressant de prendre le bateau avec un guide qu'on a entendu tout à l'heure qui vous explique d'où vient
l'approvisionnement de la ville et les déchets de la ville, où est-ce qu'ils vont. Simplement comprendre, beaucoup de gens bruxellois ne connaissent pas le port, c'est pour ça que le port et la communauté portuaire pensent à faire un musée ou une plateforme informatique sur les activités portuaires. Voilà, avis aux intéressés qui vous aurez le visiter dans les années prochaines. Vous parliez d'activité économique. Oui. On a vu tout à l'heure dans l'historique du port de Bruxelles qu'il y avait eu une diminution à partir des années 70-80 et puis qu'il y a vraiment une reprise du trafic ferroviaire à partir de la fin du XXe siècle. Aujourd'hui, vous parliez d'activité économique. Quelle est la réponse que vous recevez des autorités publiques en termes de développement du port et de transport maritime de marchandises? Bon, l'autorité publique, une des priorités pour eux, c'est de renforcer l'infrastructure portuaire. Si on a une bonne infrastructure, on attire les sociétés. Maintenant, on a parlé tout à l'heure de la pollution, les bateaux, le diesel et tout ça. L'hydrogène, où est l'hydrogène le long du canal? Il faut l'installer. Comme ça, les bateaux vont changer de diesel, ils vont prendre d'autres ressources énergétiques. Mais il faut quelque chose qui est investi par l'autorité publique. Et ça, c'est une des choses que l'autorité publique pourrait faire. Quelle est la marge, justement, au niveau du port? Quelle est la marge d'utilisation? Est-ce qu'il est déjà plein, le port, ou il y a de la place? Non, les gens n'ont qu'à venir? Il y a encore beaucoup de place. Beaucoup de place. Et c'est surtout une réorganisation de leur master plan. Ils ont un master plan. Et comme vous savez, il y a Schaerbeek Formation. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais Schaerbeek Formation, c'est le dernier foncier important que la région bruxelloise a encore dans sa possession. Et là, il y a CityDef et le port de Bruxelles qui vont développer ça dans le futur. Et Schaerbeek Formation est tout près de la voie ferrée, tout près du ring et de la route, mais surtout tout près de l'eau. Ça veut dire que tout à coup, on a une trimodalité de transport, eau, voie ferrée et la route. Et donc là, je crois que ça, c'est le futur, la logistique pour approvisionner la ville. Mais le transport fluvial ne donc pas aller non plus sans le rail. Le directeur du port de Liège en parlait. Le port de Bruxelles ne peut pas non plus aller sans les autres ports d'une certaine manière. On a vu que le trafic augmentait. Par contre, en matière de transit, c'est-à-dire des bateaux, on va l'expliquer, donc quand on parle de transit, les bateaux qui ne démarrent pas de Bruxelles ou qui n'arrivent pas à Bruxelles, mais qui passent par le port de Bruxelles pour aller ailleurs, là, ça diminue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un manque de collaboration entre les différents ports, ou que le port de Bruxelles est coincé dans ses limites bruxelloises? Non, pas du tout. C'est surtout qu'il y a peut-être moins d'activités dans le sud, qui fait que d'Anvers vers Charleroi, il y a peut-être moins de trafic. Mais disons, le port de containers que nous avons ici à Bruxelles, là, le trafic augmente. Pourquoi? Parce que les gros bateaux à containers qui arrivent à Anvers, ça coûte très cher pour rester le long du quai. Alors, avec des péniches, le gros bateau arrive au quai, les péniches derrière sur l'eau, on décharge les containers et au lieu de les stocker là-bas, on vient vers Bruxelles où, pour le moment, c'est encore moins cher, on les stocke et d'ici, ils repartent en camion, malheureusement parfois, ou en bateau plus loin. Mais là, on sent qu'il y a une décentralisation, je m'excuse, du port d'Anvers vers des ports locaux. Et là, je crois que Bruxelles a beaucoup à jouer, comme Liège est aussi un port qui se porte très bien. Mais Bruxelles, le port de containers augmente chaque année fortement. Bon, on suivra ça en tout cas alors. Est-ce qu'il y a encore peut-être des questions qui viennent du chat et qui vraiment des passionnés de port, vraiment des passionnés de canaux, pardon? Alors, pour le chat, on n'a pas grand-chose comme question. Là, on est bon. Je pense que la plupart du public a compris. Ah, il y en a une qui vient de tomber maintenant, de Céline Terrer. Quels sont les déchets qui sont stockés au port, demande Céline Terrer dans le chat. Eh bien, les déchets, c'est les déchets ménagers. Ce sont votre frigo et autres choses qui doivent disparaître. Alors, il y a le long du canal des centres, Stevens, mais il y en a d'autres aussi, qui récupèrent toute cette ferraille et qui font en sorte que les matériaux très importants peuvent être distingués et puis le reste part en bateau vers d'autres traitements. Mais on ne s'imagine pas la quantité de déchets qui sont repris par des gens qui mettent leur frigo sur le trottoir. Il y a des petits gens qui viennent chercher ces frigos, mais aussi d'autres, et qui portent ça à d'autres centres et qui finalement viennent le long du canal, au bassin Vergote. Il y a un très grand
tas de ferraille, et ça vient de nous, des Bruxellois. Peut-être une petite dernière question, après on va devoir passer malheureusement la parole à un autre groupe. Mais dans une interview pour La Libre, Sylvain Godefroy, qui est le porte-parole du port de Bruxelles, disait « Si la réglementation sur le transport routier était davantage pénalisante, le transport par voie d'eau en tirerait certainement bénéfice. » Ça veut dire que pour aider le petit Goliath, qui est le transport fluvial, il faut tacler le contraire. Pour aider le David, qui est le transport fluvial, il faut tacler le Goliath, qui est le transport routier. Monsieur Godefroy, il représente l'État. Moi, je suis privé. Je suis contre les subsides. Ou bien il y a une vie économique qui est saine, alors ça va se dérouler automatiquement. La congestion sur la route, c'est un béni pour l'eau. Il ne faut pas venir avec des pénalisations. Ça, naturellement, le trafic fluvial va augmenter. Il faut uniquement savoir que les bateaux sont des bateaux anciens, parce qu'il y a toute une période où les activités fluviales étaient en moindre. On n'a pas assez investi dans les bateaux. Ça veut dire que maintenant, on est dans une période de transition, de venir avec des nouveaux bateaux, mais aussi avec de l'énergie, hydrogène et d'autres. Ça veut dire qu'on est dans une période de transition. Mais une fois qu'on a des nouveaux bateaux qui sont environnementales en ordre et des puissances plus vite et tout ça, le SWIFT entre la route et l'eau va être automatique. Par une belle main invisible qui viendrait faire passer les containers des camions au bateau. On conclura là-dessus ? Voilà. Un grand merci, c'était très intéressant. Donc je rappelle que vous êtes Michel Lebièvre, président de la communauté portuaire de Bruxelles. Merci d'avoir été là. D'ailleurs, n'hésitez pas dans le chat, si jamais vous avez des soucis au niveau du son, à nous le faire savoir. C'est toujours intéressant, évidemment, de se corriger une fois qu'on a l'information. Un chat qui est d'ailleurs très actif pour le moment. Oui, mais il y a quelques questions, notamment sur le transport. Tiens, est-ce que le transport par voie fluviale est plus écologique que par avion ? Je vais être très honnête, je n'ai pas la réponse sous moi, mais a priori oui, d'après ce que j'ai pu en entendre. C'est une très bonne question. Nous en parlions tout à l'heure avec Damien Ernst et on a prouvé que voilà, c'est parfois une question il faut parfois faire la différence entre la consommation de carburant, et je pense qu'on vous appelle du coin de l'œil. Il y a parfois des questions de carburant, d'émissions, c'est pas toujours la même chose, mais on vous invite à revoir bien évidemment le live quand il sera en ligne, puisque Damien Ernst nous explique très bien ça. Mais merci beaucoup, merci à vous. Donc voilà, nous on va reprendre un peu notre place pour continuer à animer ce live. Alors Jean, est-ce que tu as déjà eu des cours sur l'écologie, toi ? Des cours sur l'écologie. Ouais. Alors, secondaire ou moi, je me souviens très bien, en secondaire et même en primaire, il y a une dame qui un jour est venue lancer tout un débat sur l'écologie à l'école, et où on a chacun mesuré nos empreintes écologiques. J'ai trouvé ça très intéressant, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est quand même pas mal, quelque part... on nous parle pas mal, on est pas mal sensibilisé par rapport à ces questions-là, mais on est loin d'être des experts quand même. Ce qui est plutôt paradoxal quand on voit le dernier rapport de l'OCDE qui exprime bien un certain retard au niveau de la Belgique. Un clair retard. Est-ce que finalement l'avenir n'est pas de la jeunesse alors ? Moi, je pense que l'avenir, il passe quand même par la jeunesse. Alors, pour ou contre l'écologie, moi j'ai envie de dire pour, si elle est bien réfléchie. Merci le chat. Bravo pour la team transport, oui, c'était très intéressant. N'hésitez pas à continuer de réagir. C'est très intéressant d'avoir vos idées, vos éclaircissements. On sera là aussi pour se poser les bonnes questions. Tiens, qu'est-ce que nous, on peut faire concrètement pour sauver le climat, on peut le dire. Pour sauver le climat, finalement. Oui, c'est ça, parce qu'on est un peu proche d'une date butoir fantomatique après laquelle plus rien ne sera possible. Absolument. Et toutes ces questions, peut-être qu'on va les avoir, on va avoir les réponses en tout cas à toutes ces questions avec l'équipe de l'enseignement. Bonjour Thibaut. Bonjour Antoine, bonjour Jean. Bonjour. Pauline. Bonjour Pauline. Bonjour. Bonjour au chat aussi. Ouais, bonjour au chat, bien bonjour vu au chat. Ça. La paix dans le monde pour ou contre ça, celle-là on la fera après, mais je vous propose qu'on parle de nous finalement, on parle de l'enseignement avec vous. Oui, c'est ça. Donc, nous sommes la jeunesse, nous sommes l'avenir de ce monde, n'est-ce pas ? Alors, on nous dit souvent, il n'y a pas de planète B.
Et il n'y aura pas non plus de jeunesse B si celle-ci ne réagit pas. Alors on fait quoi ? Alors pour commencer, on investit là où sont la plupart des jeunes de nos âges, les établissements d'enseignement supérieur. Depuis 2 ans, un journal londonien s'est amusé à classer ceux du monde entier. Et Thibaut, il me semble, le moins qu'on puisse en dire, c'est qu'en termes d'action climatique, la Belgique n'est pas vraiment sur le podium, c'est ça ? Tout à fait, Pauline. Après, bon, tout dépend de ce que l'on compare d'une université à l'autre, bien sûr. Dans ce classement, il y a 17 catégories différentes. Par exemple, la qualité de l'enseignement, la qualité des infrastructures ou encore le bien-être des étudiants. Mais évidemment, la catégorie qui nous intéresse aujourd'hui est celle qui concerne les actions climatiques. Et dans cette catégorie-là, les scores de nos universités ne sortent pas vraiment du lot. À vrai dire, seules 2 d'entre elles figurent parmi les 550 universités répertoriées. C'est l'Université catholique de Louvain, l'Université libre de Bruxelles, sachant que la mieux classée des 2 est l'UCL, qui, grâce à ses programmes de recherche, réussit à se classer entre la 100e et la 200e place, ce qui n'est donc pas catastrophique, mais tout de même, on reste loin du top 10 mondial, principalement composé d'universités américaines, canadiennes et espagnoles. Et alors, sur quels critères se base ce classement, le Times Higher Education, pour juger les actions climatiques des différentes universités ? Eh bien, c'est assez vague, mais le classement s'inspire des objectifs de développement durable établis par les Nations Unies. Et donc, dans cette catégorie Climate Action qui nous intéresse, 3 grands critères se dégagent: la consommation énergétique des universités, les études qu'elles mènent sur le changement climatique et leur stratégie au sens large pour lutter contre les conséquences liées au changement climatique. L'université qui domine ce classement est l'University at Buffalo aux États-Unis, qui doit sa première place à un ambitieux projet de neutralité carbone pour son campus. Et puis juste derrière, à la 2e place, l'Université of Elche, qui fait figure un petit peu de modèle espagnol, grâce à une méthode assez originale, puisque cette université de la région de Valence a recours à des éco-influenceurs, soit en quelque sorte des ambassadeurs, dira-t-on, qu'elle charge d'organiser ces activités de sensibilisation aux enjeux environnementaux auprès de ces jeunes étudiants. Donc voilà, force est de constater que nos universités ici en Belgique ont de quoi s'inspirer à l'étranger. Et oui, et comme on vous disait, quand on n'est pas sur le podium, c'était pas une blague. C'est le directeur de l'IEX lui-même, Jean-François Raskin, qui vous le dit en parlant de ce qui est mis en place, ici justement. Non, c'est pas ça. On n'est pas un modèle du tout. D'abord parce que c'est une institution qui fonctionne quasi 24 heures sur 24 et que voilà, on est tributaire de nos moyens d'abord que nous ne maîtrisons pas toujours nécessairement, parce que c'est quand même la communauté française qui nous finance d'une certaine manière, et d'autre part, on est limité simplement par les lieux qui sont les nôtres aujourd'hui. D'où d'ailleurs le projet de déménager l'institution. Donc à terme, nous voulons avoir un bâtiment et déplacer en tout cas les formations de l'IEX dans un bâtiment qui soit beaucoup plus respectueux des normes et de l'écologie de manière générale. Mais ça ne peut pas non plus, évidemment, se faire au détriment du confort des étudiants. Et donc, il faudra faire des arbitrages le moment venu, si jamais on doit faire des arbitrages. Au niveau des enseignants, on a eu effectivement une série d'initiatives qui ont été prises, notamment autour des fontaines à eau, autour d'une réflexion sur la durabilité du fonctionnement de l'IEX, mais autrement, c'est très peu finalement, très très peu. Bon, on a compris, on est mal placé, mais on fait des choses bien quand même, non ? Thibaut, tu parlais de l'UCL tout à l'heure. Alors moi, ce matin, j'ai appelé Marthe Nissens, qui est pro-rectrice à la transition écologique à l'UCL. Tout ça pour dire qu'on a parlé un peu des initiatives pour la transition écologique sur le campus. On repense les questions de la gestion de l'énergie, de la mobilité, de nos pratiques de consommation, d'alimentation et même de la culture pour voir en quoi ces différents axes doivent être profondément transformés pour pouvoir affronter les défis de la transition sociale et écologique. Et parce que nous avons un devoir d'être exemplaires par rapport à nos usagers, à savoir les étudiants, les chercheurs et toutes les personnes qui fréquentent les campus de l'UCL. Et oui, c'est ça. Elle nous parle bien de la mission d'exemple que se donne l'UCL. C'est vrai qu'il draine 30 000 étudiants. Et donc, elle nous parle du fait qu'il faut à la fois changer les comportements et les techniques. Notre idée, c'est vraiment que les campus soient des laboratoires ouverts de la transition, ce qu'on appelle parfois des living labs, où par la transformation de nos comportements, ce soit aussi le support d'enseignement et de recherche. C'est classique dans les questions de transition et pas uniquement d'énergie, c'est d'agir sur 3 leviers.
c'est consommer moins. Ben oui, il faut consommer moins. Consommer mieux. Et puis, bon, voilà, ce qui reste, c'est consommer vert. Donc vraiment, il faut agir sur ces différents leviers, qui sont des leviers de comportement et des leviers techniques. Voilà, donc comme vient de le dire Madame Nissens, les campus devraient à l'avenir devenir des laboratoires de transition, pour reprendre sa formule, et notamment via la recherche. Et à ce niveau, en Belgique, nos universités n'ont pas à rougir. En Fédération Wallonie-Bruxelles, 6 universités, l'ULG, l'UCL, l'ULB, l'UMONS, l'UNAMUR et Saint-Louis, sont engagées dans la recherche scientifique. Et chacune d'entre elles, hormis Saint-Louis, ont de nombreuses unités qui étudient les causes du changement climatique et ses impacts sur l'environnement et la société en général. Alors, je peux te donner bien sûr quelques exemples, mais il faudrait bien, je pense, une émission entière pour citer toutes ces initiatives universitaires qui existent dans la recherche. Mais commençons par exemple par l'Université de Liège, où il y a notamment l'IXOS, un projet interdisciplinaire qui observe l'impact du CO2, des gaz à effet de serre, une problématique qui a d'ailleurs aussi largement intéressé l'UMONS, entre autres notamment, puisque l'an dernier, l'UMONS avait fait parler d'elle en développant une nouvelle technologie de capture du CO2. Et puis en ce qui concerne l'ULB, l'UCL et l'UNAMUR, chacune dispose d'un institut, disons, global qui fédère toutes les recherches liées à l'action climatique. Ce sont des instituts qui regroupent une dizaine d'unités, une centaine de doctorants et qui, au travers des recherches interdisciplinaires, explorent de nouvelles stratégies, disons, de transition écologique. Alors bien sûr, ces initiatives sont rarement isolées. Toutes nos universités belges collaborent entre elles et aussi avec l'étranger, évidemment, ce qui contribue à un large et indispensable transfert de connaissances et ce qui prouve aussi que nos universités deviennent, aux côtés notamment du fonds de recherche scientifique, le FNRS, deviennent de plus en plus des acteurs clés pour répondre aux enjeux climatiques. Voilà, ce rapide tour de campus francophones était loin d'être exhaustif, je vous avais prévenu, mais il a fallu faire des choix. Il existe encore beaucoup d'autres initiatives, centres de recherche, projets et autres qui s'engagent dans cette lutte. Et d'ailleurs, si dans le chat, vous pensez à d'autres initiatives ou si vous participez vous-même à d'autres initiatives universitaires dans la recherche, faites-le nous savoir. Merci Thibaut. On avait aussi dans le groupe, pour travailler, une étudiante en Erasmus qui vient de Suède et qui partage donc aujourd'hui son vécu sur la différence entre les enseignements sur le climat entre la Belgique et la Suède. D'accord, merci. Donc, je vais retourner en 2019 quand des étudiantes belges se sont rassemblées à la gare centrale afin d'exprimer leur déception avec la politique climatique. Une grève scolaire dans l'esprit de Greta Thunberg a soulevé des questions sur l'avenir des jeunes parce que l'éducation est vraiment nécessaire pour limiter le réchauffement climatique. Pour le moment, beaucoup d'institutions suédoises ont inclus l'agenda 2030 de l'ONU dans leurs objectifs climatiques. La majorité d'universités suédoises ont un plan de durabilité environnementale où elles apportent de la connaissance ou de la collaboration sur ce sujet. En effet, j'ai fait mes études à l'université de Göteborg au moment où je suis partie à Bruxelles pour études de change à l'IEX, une institution très petite qui vient de la deuxième plus grande université en Suède. La première chose qui m'a marqué à l'IEX était l'absence de lieu d'études afin que les étudiantes puissent se rassembler à créer une organisation. À l'université de Göteborg, il y avait plein d'organisations où les étudiants s'engagent dans plusieurs sujets comme le climat. Quant à l'université de Göteborg, elle a inclus des enjeux climatiques dans l'enseignement dans toutes les facultés. En plus, elle collabore avec des entreprises, des autorités et des ONG. Merci Mélanie. Et alors justement, tu nous parles d'inclure des enjeux climatiques dans l'enseignement. Et c'est aussi ce dont on a parlé ce matin avec la prorectrice de l'ULB, de l'UCL, pardon. Pas du tout, de l'UCL. Et donc, ils se sont demandé qu'est-ce que tout étudiant, en fait, doit connaître par rapport à ces enjeux climatiques, indépendamment de sa discipline, etc. Elle nous a donné l'exemple des questions d'énergie. On pense notamment que seulement les ingénieurs seraient concernés pour trouver
des solutions à cette question. Et en fait, non, parce qu'il faut changer les comportements des consommateurs. Donc, on pense à des sociologues. Ensuite, il faut communiquer sur ces enjeux. Et là, on est tous concernés, on sait tous de quoi on parle quand on parle de communication. Et puis aussi, quand ces énergies sont disponibles sur le marché, il faut les économiser pour les tarifer, etc. Et donc, on voit que ces enjeux n'échappent à aucun niveau en fait, de la société. Et c'est pour ça que l'UCL a créé ce qu'ils appellent en fait, des acquis d'apprentissage. C'est des compétences communes installées de différentes manières dans toutes les disciplines de l'université et pour permettre aux étudiants d'être à même, d'être, comme dit la prorectrice, armés en fait, pour l'avenir. Et c'est sur cet exemple de l'UCL que je vous laisse et que je donne la parole à Victor. Merci beaucoup, Pauline. Comme tu l'as dit, il y a des efforts qui sont faits à énormément de niveaux de la part des universités. Alors notamment au niveau des programmes de formation. Hein. Dans la dernière décennie, il y a énormément d'évolutions qui ont été faites. Alors aujourd'hui, on était censé recevoir sur ce plateau Emmanuel Klimis, qui est donc professeur à l'Université de Saint-Louis-Bruxelles, chercheur au CRESPO, et alors aussi et surtout coordinateur du programme de bachelier Commerce et Développement à l'ICES et HE2B. Alors, évidemment, de l'évolution dans les programmes pour avoir une fibre écologique plus forte, il y en a une. Alors oui, j'ai dit qu'on allait recevoir M. Klimis. Malheureusement, avec nos timings un petit peu serrés, ça ne s'est pas fait non plus. C'est aussi ça, les aléas du direct, hein, l'expression le dit très bien. Mais alors voilà, on a vu un peu ce qui se passe au niveau des campus, au niveau de la sensibilisation des étudiants, au niveau des programmes scolaires. Mais ça, c'est du point de vue des universités. Après, les universités ne prennent pas toutes les initiatives qui existent. Hein. Il y a aussi énormément de choses qui viennent de la part des étudiants eux-mêmes. Et c'est pour ça que notre amie Pauline de Waal est ici ce soir. Donc, Pauline, salut. Salut. Tu es membre de l'EcoCOT, qui est un CAP, donc un COT à projet de Saint-Louis à Bruxelles, qui est un COT à vocation écologique. Mais je pense que tu pourras peut-être expliquer votre projet un peu mieux que moi. Oui, tout à fait. Donc ça fait 2 ans que je fais partie du COT à projet l'EcoCOT. Donc le but d'un CAP, c'est simplement des étudiants qui se rassemblent. Cette année, l'année passée, on était 6. Et du coup, on organise toutes sortes d'activités autour de l'environnement, des conférences, des projections, des activités pratiques. Et du coup, je pense qu'on peut dire qu'on a 2 domaines dans lesquels on essaye de sensibiliser les gens. Dans un premier temps, on essaye de sensibiliser via des informations, donc des projections, etc., des activités. Mais d'un autre côté, on aimerait bien vraiment avoir un impact plus concret sur l'université, sur la consommation, comme tu en as parlé. Et du coup, on essaie de changer les choses dans l'université. Donc, je ne sais pas, on a encore 10 distributeurs de canettes Coca-Cola qui nous agacent particulièrement. Il y a des problèmes d'énergie, d'eau et toutes sortes de choses comme ça. Donc, voilà, il y a 2 domaines dans lesquels on essaye d'agir au quotidien. Ok. Donc, vous êtes un COT à projet. Vous êtes directement et contractuellement dépendant de l'Université de Saint-Louis. Hein. C'est vraiment une initiative qui est faite en collaboration avec eux. Comment elle se passe, cette collaboration ? Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, que vous travaillez avec l'université ? Il y a des plus et il y a des moins. Donc, on travaille avec l'université, ça veut dire qu'on reçoit un petit financement. Il est très ridicule, je vais vous le dire directement. On reçoit 150 € par an. Par rapport à un cercle, eux, ils reçoivent environ 700 €. Et pour illustrer un petit peu, il y a quelques semaines, on a fait une conférence et l'une des conférencières demandait 100 € pour participer. Donc, ce budget nous limite quand même un petit peu. Après, on fait preuve de créativité, etc. pour mener ça à bien. Mais donc, sinon, on est très libre par rapport au sujet qu'on propose, les activités, etc. Mais les gros moins, on va dire, c'est que, sincèrement, on ne se sent pas vraiment soutenu par l'université. En fait, tout ce qui est sensibilisation, ils nous laissent libres. Donc, on parle des sujets qu'on veut, on fait un peu ce qu'on veut. Mais quand il s'agit vraiment de changer les choses dans l'université, donc tout ce qui est lumière, tout ce qui est consommation d'énergie, plastique, déchets, là on sent vraiment qu'on titille, on embête aux endroits où il ne faut pas, et du coup ça met du temps, on a des bâtons dans les roues, on nous sort des excuses parfois, parce qu'on sait que ça leur prendra peut-être un peu de temps et qu'ils devront changer des habitudes. Et donc ça c'est excessivement énervant. Et donc dans les paroles et dans la théorie, il y a énormément d'enquêtes qui ont été faites sur l'impact environnemental ou l'empreinte de notre université. Mais dans la pratique, quand on essaie vraiment de changer les choses, on sent que c'est très difficile. Et un petit exemple, c'est qu'on voulait à un moment faire 1 semaine sans chauffage, ou en tout cas en diminuant le chauffage, parce que la journée gros pull, c'est bien sympa, mais c'est très très symbolique. Alors qu'une semaine, on s'est dit, allez, on aura peut-être quand même un impact. Et donc je me suis retrouvée chez le recteur, qui m'a fait comprendre à demi-mot qu'il ne trouvait pas que l'université était vraiment le lieu privilégié pour faire ce genre d'initiative, ce qui est totalement contraire à ce qu'il faudrait faire. L'université est censée être un foyer d'idées, d'exemples par rapport à la recherche, mais aussi par rapport aux actions environnementales.
pour aider les jeunes qui ont envie de mener des projets dans l'université. Et donc là, j'en revenais pas de me dire que certains professeurs et autres personnes de l'université ne voient pas ça spécialement comme un lieu de changement. Et ça m'a un peu perturbée. Ok, d'accord. Alors juste pour préciser un petit peu le truc, donc vous êtes un quota projet, mais vous-même, vous êtes résident des grosses résidences étudiantes de Saint-Louis, c'est ça? Oui. Et donc tu parles de la semaine sans chauffage, par exemple. Est-ce que c'était dans les locaux de cette école ou alors il y a aussi des changements que vous essayez d'apporter au sein même des logements étudiants aussi? Oui, donc je ne l'ai pas dit, mais donc on loge dans l'Omegang, c'est une grande résidence étudiante que l'université sous-loue, donc ils ne sont pas directement les propriétaires. Du coup, on a essayé de faire changer des choses dans l'université, mais dans notre logement aussi, on voit à quel point ce logement qui est neuf pourtant, il a 2 ou 3 ans, c'est une passoire énergétique parce que les lumières sont allumées en permanence, parce qu'il y a des problèmes d'isolation, de chauffage, etc. Du coup, là aussi, on essaie de faire changer les choses, mais on se rend compte à quel point c'est pas facile, il faut faire preuve de beaucoup de persévérance. Et en tant qu'étudiant, parfois, on manque d'organisation, on manque de soutien, et on ne sait pas trop vers qui aller, à qui de faire ces demandes-là. Du coup, souvent, c'est vrai, des initiatives tombent un peu à l'eau. Ok. Alors, moi, pour préparer cette interview, tu vois, j'ai téléphoné à la coordinatrice du Conseil pour le développement durable à Saint-Louis. Donc, elle s'appelle Gaëlle Hochstein. Et alors, quand je lui ai simplement demandé concrètement comment se passe la collaboration, comme je viens de te demander à toi, en fait, entre les différentes initiatives des étudiants en faveur du climat et Saint-Louis, elle n'a pas trouvé grand-chose d'autre à dire que vous étiez invité à venir parler justement dans ce Conseil pour le développement durable à Saint-Louis. Alors j'ai cru comprendre que toi aussi tu en étais membre. Qu'est-ce que c'est? Comment ça se passe? Du coup, il y a la Commission pour le développement durable et le Conseil. Je n'ai pas trop compris la différence, mais en tout cas, c'est un groupe, c'est un espèce de groupe d'étudiants et de professeurs qui essayent ensemble de mettre en place des projets, de faire changer les choses. Et j'ai participé à quelques réunions, en effet. Ils ont quelques petites victoires, donc ils ont mis des endroits sécurisés pour les vélos. Ils ont réussi à faire enfin un système de tri, parce qu'il y a 2-3 ans, il n'y avait toujours pas de tri, c'était tous les déchets dans la même poubelle. Donc ils ont eu quelques petites victoires, comme aussi un hôtel à insectes, etc. Mais sur les plus grands changements, il n'y a pas grand-chose qui bouge. On voulait faire un potager, on voulait mettre des panneaux sur le toit. Essayer de renouveler un petit peu les canalisations pour économiser l'eau. Et du coup, c'est vrai que c'est chouette, il y a plein d'initiatives, mais on sent que peut-être que les étudiants ne savent pas trop comment faire aussi, comment vraiment porter un projet jusqu'au bout. Ils ne savent pas trop à qui s'adresser, comme je l'ai dit, mais aussi il y a un manque de soutien et de budget, ça clairement. On sait que les universités sont sous-financées, donc voilà, c'est peut-être lié à ça. Mais on n'a pas assez d'argent, on n'a pas assez de soutien, et du coup, souvent, il y a des idées qui sont là, mais qui dans l'action, qui au niveau pratique, n'aboutissent pas. Ok, j'en place une petite pour le chat, hein. Les amis, si jamais vous avez une petite question à poser à Pauline, n'hésitez pas non plus. Moi, pour ma part, j'en ai juste une dernière pour toi, c'est simplement... Est-ce que tu penses que la situation va évoluer pour par exemple, les initiatives comme les vôtres, donc si je peux me permettre à une échelle assez limitée, est-ce que tu penses que vous avez peut-être un certain avenir avec Saint-Louis en particulier, qu'il y a des choses qu'on pourrait facilement améliorer au final dans cette collaboration et dans les occasions que vous avez au final de changer les choses, et comment l'école peut vous aider pour le faire, parce qu'au final, il y a des étudiants qui sont volontaires, ce qui manque, c'est les moyens pour les suivre derrière. Donc, est-ce que tu es optimiste par rapport à ça? Je pense qu'il faut surtout être réaliste, et oui, optimiste, oui, parce qu'il y a de plus en plus de prise de conscience, mais du niveau du bas des étudiants, ils doivent vraiment, selon moi, réaliser qu'ils ont un pouvoir de changement, parce que souvent, j'ai l'impression qu'il y a une forme de fatalisme, et du niveau du haut, il faut vraiment que les professeurs s'approprient aussi ces sujets-là, et nous aident à les mener au bout, parce que sans le sommet, on va dire, ça ne marchera pas. Mais plus ou moins optimiste, oui. Super. Un grand merci à toi, Pauline. Avec plaisir. Du coup, avec toi, on a vu un peu comment ça se passe pour... c'est un cas isolé, évidemment, hein. Comme Thibault le disait, on n'est pas exhaustif, hein. On n'a jamais que 2 heures de live aujourd'hui, donc on fait ce qu'on peut. On a vu comment est-ce que ça se passe pour les initiatives à l'échelle d'une école. Après, il y a d'autres projets qui se font, hein, de plus grande ampleur, voire d'ampleur nationale, comme l'année passée, il y a eu les marches pour le climat, les étudiants belges, d'autres nationalités aussi, mais parmi ces nationalités, les étudiants belges se sont montrés comme particulièrement actifs là-dedans. Et est-ce que ces mouvements-là interagissent également avec les institutions du supérieur? Pour savoir ça, on est allé voir ce matin Adélaïde Charlier, donc, qui est cofondatrice de Youth for Climate, pour voir comment la collaboration se passe avec les universités belges.
Ne fait pas des collaborations sur le long terme avec des universités ou des écoles encore. C'est dans nos plans, donc on a envie de pouvoir travailler avec des écoles parce qu'on a envie de continuer la conscientisation des citoyens et donc entre autres des étudiants. Mais ce qu'on fait principalement pour le moment, c'est qu'en fait, on va dans des écoles et on partage l'histoire de notre mouvement, l'histoire de la mobilisation des citoyens et on espère continuer à mobiliser des gens comme ça. Mais souvent, voilà, c'est une collaboration qui ne dure pas plus d'une ou maximum 2 séances, mais on espère évidemment pouvoir en faire plus. On organise des actions avec des étudiants, c'est vraiment... ça vient de là le mouvement, donc c'est vraiment important pour nous de continuer ça. Et puis souvent, ce qu'on fait avec les écoles et avec les universités, c'est que en fait, on s'organise ensemble pour faire des conférences ou d'autres moyens d'action, plus de conscientisation. Donc voilà, on a vu que il y a une certaine collaboration, même si elle est très limitée. Après, est-ce que c'est celle qui est nécessaire? Pas forcément. On a une question de Zoro ici qui dit qu'au-delà des gestes qu'on peut mettre en place sur le campus, quid de l'enseignement? Pourquoi ne pas intégrer le climat dans les cours pour tous les étudiants? Eh ben, vois-tu, Zoro, c'est exactement le sujet qu'on aurait voulu aborder aujourd'hui avec M. Klimis et que malheureusement on n'a pas pu faire pour des raisons de timing. Il faut savoir qu'il y a une évolution, en particulier depuis ces 5-10 dernières années, qui est vraiment palpable dans les programmes scolaires. Après, est-ce qu'elle est suffisante? Je ne sais pas. Probablement pas. Il y a toujours mieux qu'on peut faire. Et voilà. C'est un beau mot pour nous quitter, il me semble. Je vous passe la parole. Elles ont leur succès, c'est bien souvent ces programmes d'études-là auprès des ça c'est indéniable. C'est ça, il y a des choses, il y a des masters dédiés maintenant de plus en plus dans différentes universités. Et puis après, avec l'exemple du CEL dont on donnait, ça peut être pas des cours entiers, mais des enseignements transversaux, c'est-à-dire des manières d'intégrer de ci, de là les choses. Et donc petit à petit, ça se met en place. L'important, c'est que ce soit de manière générale. Voilà. Excellent mot de la fin pour conclure. Quel sens de la formule de Pauline? Merci. Merci. Eh ben, on laisse le live au suivant, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Alors, si les micros... Ah, mon micro fonctionne. Ah ben non. Voilà, ben oui, c'est plus simple. Merci. C'est les aléas du direct, clairement. Mais du coup, voilà, c'était très intéressant. Au final, vous interagissez pas mal dans le chat. On voit plein de questions. Tiens, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, concrètement, à l'IEX? Ils disent supprimer les blocs 1. Je ne suis pas sûr que ce soit forcément la meilleure des idées. Alors moi, j'ai vu, je crois que mon micro ne marche pas. Micro 10. Voilà, alors moi j'avais une remarque de Guanagol02 qui nous dit à quand un potager sur les toits de l'IEX, histoire de donner de la matière pour les futurs étudiants de pays. Et ben c'est bien joué parce qu'en fait c'est un peu un running gag chez nous au pays, les potagers collectifs. Mais c'est vrai qu'on n'en a pas à l'IEX, alors qu'on en parle beaucoup. C'est sujet numéro 1 choisi par les étudiants en journalisme. Absolument, c'est facile en même temps, c'est proche, il n'y a pas tellement de contact à aller chercher. Finalement, c'est ça. Mais on est en pleine ville. On est en pleine ville. La ville est peuplée d'une faune bien particulière, bien souvent. Oui, et une faune qui se veut assez centralisée sur des parcs, finalement, d'une certaine manière. Mais aussi sur des toits de maison, sur des rebords. On veut bien entendu parler du pigeon. Et voilà, c'est ça, une faune particulière comme celle du pigeon. Et Antoine est un Ardennais, il va partager ses savoirs. C'est pour le potager, à mon avis. Oui, alors je ne vais pas faire de dédicace pour le sanglier des Ardennes ou ce genre de choses. On a dépassé ce stade finalement. Mais je crois qu'Alexandre parlera bien mieux de moi de la biodiversité à Bruxelles, étant donné finalement le fait que je sois en Ardennes, c'est un peu loin, donc c'est difficile pour moi d'en parler. Moi non plus, je ne m'y connais pas en pigeon, désolé. Mais on a des experts aujourd'hui qui vont même nous parler d'une possible réduction des pigeons. Donc voilà. Et on va parler de tout ça aujourd'hui, notamment avec un invité qui vient de Natagora, qui s'appelle Alain Paquet, qui est naturaliste urbain. Je ne savais même pas que ça existait. On en apprend tous les jours. Grâce à Kipo Quiz. Oui, c'est ça. Alors, on a avec nous pour parler de cette biodiversité Alexandre. Oui, bonjour Jean, bonjour Antoine, bonjour à tous les viewers.
N'hésite pas à prendre ton micro près de toi, ce sera oui, plus je facile. le prends un peu plus près. Oui. Est-ce que vous m'entendez bien? Ben oui, on t'entend. N'hésite pas à bien parler dedans. Parfait, parfait. Je pense que si je ne me trompe pas, il y a une petite bande sonore qui doit partir, normalement maintenant. En régie. Alors qu'on a... Oui, mon micro fonctionne toujours. Est-ce que le mien... Oui, le mien fonctionne. Eh bien écoutez, oui, aujourd'hui on va parler de la biodiversité, mais plus particulièrement de la biodiversité dans le caractère urbain, donc en ville. Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais Bruxelles, c'est 8000 hectares d'espace vert, les amis, oui, 8000. Ça représente tout simplement la moitié du territoire de la région. Donc, quelle place est réservée en fait dans ces espaces verts à la biodiversité? La faune et la flore bruxelloises sont-elles bien protégées? Quelles menaces planent tout simplement sur la biodiversité en milieu urbain? Donc, vous l'avez compris, je vous le répète, au cas où vous n'avez pas compris, on parle aujourd'hui de diversité biologique dans la ville. Et pour parler de biodiversité écologique, on va recevoir tout à l'heure monsieur Alain Paquet, donc, qui est naturaliste, comme vous l'avez dit, chez Natagora, naturaliste urbain. Alors, au programme, on a donc l'interview de monsieur Paquet, on a aussi une chronique qui concerne les pigeons, une immersion à Molenbeek, au Skeutbos et une initiative communale pour protéger les chauves-souris. Alors soyez attentifs car nous terminerons avec un quiz sur la biodiversité de notre capitale. Mais tout d'abord, pour répondre à nos questions, mais surtout à vos questions, les viewers, on accueille maintenant Alain Paquet. Bonjour monsieur Paquet, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Est-ce que vous m'entendez, moi? Du coup, je ne vous entends plus. Je vois vos lèvres bouger. Nous vous entendons. Est-ce que vous m'entendez, monsieur Paquet? Très bien, avec beaucoup d'écho, mais je vous entends. Très bien, on va pouvoir commencer l'interview alors. Alors, monsieur Alain Paquet, je vous ai déjà présenté, vous êtes naturaliste urbain chez Natagora. Natagora, c'est quoi? C'est une structure dont le but est la dégradation de la biodiversité et reconstituer un bon état général de la nature en équilibre avec les activités humaines. Donc vous êtes naturaliste urbain, donc un spécialiste des sciences naturelles, mais donc qui s'intéresse à la biodiversité dans la ville, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Je travaille au département études de Natagora et moi je suis détaché pour la ville de Bruxelles, donc pour tout le suivi de la biodiversité urbaine en région de Bruxelles-Capitale. D'ailleurs, c'est un programme de suivi et de monitoring commandité par la région elle-même, par Bruxelles Environnement. On va commencer l'interview directement. En 2 mots, actuellement, comment est-ce qu'elle se porte, la biodiversité à Bruxelles? Mais, évidemment, la nature dans un milieu urbanisé est toujours sous pression. C'est un milieu qui, par définition, se dégrade. Il y a une artificialisation du sol galopante. Il y a évidemment une perte de superficie verte, contrairement à ce que vous avez dit. Il y a beaucoup de surfaces vertes à Bruxelles, mais c'est surtout avec la forêt de soigne qui fausse un peu les chiffres. Mais néanmoins, la ville de Bruxelles est tout de même verte. Mais donc l'urbanisation est un problème, la pollution est un problème, pollution atmosphérique, pollution des sols, pollution des eaux, pollution lumineuse, pollution sonore. Évidemment, la biodiversité se compose de flore, d'oiseaux, de faune, de mammifères. Pris globalement, on peut dire que la biodiversité est en déclin très fort et marqué en ville. Ben, ça paraît logique, évidemment. On n'est pas dans les Alpes ou dans les Yellowstone aux États-Unis, c'est clair. Mais on voit aussi que la vie sauvage, le vivant, peut s'adapter en milieu urbain et peut même atteindre de très bons niveaux. Et le tableau est assez contrasté. Certaines espèces s'effondrent, mais d'autres espèces reviennent en ville. Ça, c'est un bon point. Est-ce qu'on comprend la biodiversité, c'est un peu antinomique par rapport à la ville? C'est compliqué pour la biodiversité de s'épanouir, à Bruxelles notamment. Est-ce que vous trouvez que ces 20-30 dernières années, peut-être, il y a eu une prise de conscience que la biodiversité et la ville, c'est 2 choses qui, malgré tout, pouvaient aller ensemble? Il y a des prises de conscience, des prises de position, des actions aussi? Tout à fait.
Tout à fait. Le vent est en train de tourner depuis une dizaine d'années et plus particulièrement depuis 4-5 ans. Je pense que la prise de conscience de la crise climatique maintenant est clairement associée à la crise de la biodiversité au niveau de la planète. On a bien compris qu'il n'y a qu'une seule biosphère, une seule atmosphère, un seul climat sur Terre. Et donc, biodiversité et climat sont un peu dans la même barque, mal embarqués. Et qu'en ville, c'est particulièrement crucial, évidemment. Les réchauffements climatiques en ville ont créé des îlots de chaleur et des pics caniculaires bien plus importants qu'à la campagne. Les êtres humains en souffrent, mais les oiseaux, par exemple, en souffrent, les insectes en souffrent. Et donc, c'est clair que maintenant, on fait, les autorités, mais le public aussi, les académies, les médias, ont franchement viré complètement et sont sensibles vraiment à ces thèmes-là. Quand on fait un communiqué chez Natura, il est repris, on reçoit des coups de fil. D'ailleurs, vous m'interviewez, merci beaucoup. Et donc, on voit que le vent a tourné. C'est-à-dire que la prise de conscience est là, mais la destruction continue. Parce qu'il y a une inertie, évidemment, dans tous les mécanismes sociétaux, dans les investissements immobiliers, dans les grands plans d'infrastructures, et ainsi de suite, qui est très difficile d'arrêter. Cette inertie, là, va continuer. Mais voilà, la prise de conscience a eu lieu et on est à un tournant, disons, sociétal pour le moment, mais qui ne se manifeste pas encore beaucoup, sauf quelques exceptions à Bruxelles quand même, qui ne se manifestent pas encore au niveau de la biodiversité elle-même. Certaines espèces continuent à s'effondrer à Bruxelles. Je pense qu'il y a des questions dans le chat pour vous, Monsieur Paquet, que je vais vous relayer. Oui, alors voilà, il y a plusieurs questions. Donc tout d'abord, si la biodiversité continue à disparaître, quel impact on pourrait avoir ? La biodiversité, c'est un peu une sentinelle, c'est-à-dire c'est un indicateur, c'est un bio-indicateur de l'environnement dans lequel nous vivons. Je donne un exemple. Le moineau domestique, son nom le porte bien, c'est-à-dire c'est un animal qui a vécu avec nous dans les villages et dans les villes, dans les villages même depuis le néolithique, depuis le début de l'agriculture. Il a toujours vécu dans les villes. Et le moineau, je prends ça comme exemple de bio-indicateur de sentinelle, le moineau depuis 1992 à Bruxelles, en région de Bruxelles-Capitale, a baissé de 95% en 29 ans. C'est-à-dire, Natagora fait un suivi de l'avifaune très poussé. Il y a 114 points d'écoute depuis 29 ans à Bruxelles. Il ne reste plus que 5% des moineaux, de l'abondance des moineaux sur ces 114 points en 29 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, les quantités de nourriture disponibles sont en train de s'effondrer sur Bruxelles. La biomasse en insectes, pour diverses raisons, est en train de s'effondrer. Les insectes aussi bien aériens que les invertébrés ou les invertébrés du sol. Il y a une fragmentation des petites populations de moineaux, elles s'isolent de plus en plus, il n'y a plus de transfert de gènes, elles sont en train de génétiquement dériver. Et maintenant, donc là, on voit que c'est une cause environnementale et on voit que par-dessus tout, la dernière couche de stress, la dernière menace, eh bien, c'est la malaria. Une grande étude anglaise montre que les villes anglaises, les populations d'oiseaux et surtout de moineaux domestiques sont atteints par la malaria aviaire, qui est dont la survenue est vraiment liée à la crise climatique, au pic caniculaire qui est en ville. Donc, voilà un peu un oiseau qui préfigure un peu ce que vont être les villes, c'est-à-dire des villes où la vie naturelle, les insectes vont s'effondrer, parce que les friches disparaissent, parce que la pollution augmente. Ça, nous, on va le subir aussi, on le subit aussi. Et puis après, les maladies arrivent, les maladies liées au réchauffement climatique. Donc voilà un peu le genre d'exemple tout à fait inquiétant, mais qui concerne aussi l'espèce humaine. Et le deuxième point, je dirais,
ça concerne aussi le fait que s'il n'y a pas de biodiversité en ville, s'il n'y a pas de nature un peu sauvage, non pas des parcs à la française ou des pelouses comme on a autour de l'étang du Bois de la Cambre, des zones naturelles, comment peut-on éduquer l'immense majorité de la population belge et bientôt de la population mondiale qui va vivre en ville, comment peut-on l'éduquer à protéger le sauvage, à respecter les animaux et les plantes sauvages, donc à respecter la biosphère, la nature, et donc le changement sociétal, la prise de conscience envers une planète où la nature est un petit peu plus libre, va se faire dans les villes, et il ne se fera pas s'il n'y a pas de biodiversité en ville. Ça, c'est un gros problème. Vous parlez tout à l'heure de la malaria, donc une maladie du moineau. Est-ce que vous avez aussi parlé de l'urbanisation? C'est des sujets qu'on a beaucoup abordés pendant le début de la crise du Covid, que voilà, la proximité entre les humains et les animaux sauvages, les humains qui s'étendaient de plus en plus, qui allaient au final perturber la biodiversité, les habitats naturels des animaux sauvages. Voilà, on va avoir de plus en plus de maladies. Est-ce que selon vous, c'est des choses qu'on pourrait voir arriver de plus en plus dans notre société? Clairement, ce n'est pas dans les villes que ça va se faire, c'est plutôt dans les grandes zones de déforestation. Donc là, ça va surtout concerner le bassin de l'Amazone, les îles de l'insule Inde, donc Bornéo et le bassin du Congo, pas encore heureusement d'ailleurs. Mais donc ça, là, évidemment, c'est clair qu'on rentre dans une zone extrêmement sauvage où les espèces animales ont été isolés et séparés des contacts avec les êtres humains. Et donc là, des virus, des bactéries et des parasites n'ont jamais été en contact avec les êtres humains, un peu comme les Indiens d'Amérique, donc n'avaient pas du tout la même immunité que les Européens. Le contact a été terrible, aussi bien pour eux que pour nous d'ailleurs. Et donc, on refait la même erreur avec les animaux, la proximité tout à fait délétère qu'il y a entre les cultivateurs qui défrichent la forêt amazonienne et la faune amazonienne, va mettre en contact avec l'homme, vont mettre en contact l'homme et de nouveaux virus, ainsi de suite. Et puis qui se propageront évidemment dans les villes. Maintenant, dans les villes, une fois que ces virus nouveaux arrivent, ils trouvent dans les villes un milieu idéal, évidemment, de propagation. Il y a une promiscuité, il y a du mouvement constant entre tous les êtres qui vivent, les humains, mais aussi même les animaux sont l'un sur l'autre. Et alors là, ça peut être évidemment un foyer de propagation. La contamination se fait par les grandes zones sauvages détruites, et puis l'explosion virale ou épidémique se fait après dans les villes dans un second temps. Donc, on voit ça déjà au niveau... Par exemple, le merle noir à Bruxelles est victime d'un nouveau virus, le virus Usutu. Le merle noir en souffre pour deux raisons. C'est vraiment l'oiseau de nos jardins. C'est un virus qui affaiblit les oiseaux, et pendant les pics caniculaires, les merles ne parviennent plus à se nourrir tellement les invertébrés du sol dans les parcs, dans les jardins rentrent en profondeur. Donc qu'est-ce qu'on voit? Même pour le merle noir, on voit réchauffement climatique, impact sur les insectes et nouvelles maladies. Maintenant, il y a d'autres critères aussi, d'autres raisons qui font que la biodiversité urbaine s'effondre. J'en prends deux et puis je passe la parole. Par exemple, le groupe des oiseaux qui est lié au bâti, qui niche dans les cavités, s'effondre à Bruxelles. C'est-à-dire, c'est le rouge-queue noir, c'est les tourneaux sansonnets, c'est le moineau domestique et le martinet noir. Ces oiseaux-là ne trouvent plus de cavités dans les maisons vu qu'elles sont rénovées pour l'isolation thermique. Donc, on fait de nouvelles maisons écologiquement soutenables, c'est remarquable, mais on oublie le vivant, on oublie la biodiversité. Le vivant est exclu. Et donc, voilà aussi une cause. Même l'architecture moderne n'est pas adaptée pour le vivant. Monsieur Paquet, je vous remercie beaucoup pour toutes vos réponses. C'était très, très enrichissant. Je rappelle que vous êtes naturaliste urbain chez Natagora. Donc, Natagora, c'est la structure qui s'occupe de la sauvegarde de la biodiversité à Bruxelles et en Wallonie.
Je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Merci Monsieur Paquet d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Alors nous, on continue, les amis, restez bien avec nous parce qu'on va maintenant parler d'un habitant qui est bien connu de la capitale. Cet habitant, c'est le pigeon et il pose quelques soucis à Bruxelles. Alors il y a un petit souci de lancement de son. J'espère qu'en régie, on va pouvoir régler ça assez rapidement. Il faut lancer le deuxième son et non pas le premier. Et il faut... Oui, vous autres. Pigeon, oiseau à la grise robe, dans l'enfer des villes, à mon regard tu te dérobes. Tu es vraiment le plus agile. Agile peut-être, nuisible certainement, le pigeon bisé, espèce la plus répandue en ville, n'est plus vraiment le bienvenu dans notre capitale. Quand il déploie ses ailes, le rat volant colporte non seulement des maladies, tuberculose, salmonellose, ornithose et d'autres maladies en hausse, mais aussi la promesse d'un repas gargantuesque sur les pavés bruxellois à ses congénères. Résultat, ils sont repus, et pas de la meilleure des manières. Le pain et les frites, rien de très diététique, et cette satiété les pousse à procréer. Et oui, normalement, dans la nature, un pigeon consacre 90% de son temps à la recherche de nourriture. Notre bisé est devenu plus fainéant grâce ou à cause de nous, même si le nourrissage anarchique est prohibé en ville, et l'ennui le pousse à flatter les plumes des pigeonnes qui se frottent à lui peu farouches. Avec 12 portées par an, la folie reproductrice du pigeon se devait d'être contenue par les autorités bruxelloises avant de vivre le pitch du film Les oiseaux d'Hitchcock. Ainsi est née la pilule contraceptive pour pigeons. Il s'agit en réalité d'un grain de maïs enrobé d'un antiparasitaire qui aide les oiseaux à se débarrasser d'un parasite de l'intestin. L'effet secondaire de son ingestion est une infertilité temporaire, à moins que le volatile soit trop gourmand. Des distributeurs sont installés ça et là dans le centre-ville, et le moins que l'on puisse dire est que l'expérience est très concluante. En mars, la ville a déclaré une diminution de 30% de la population de bisés et l'introduction de 2 nouveaux mangeoires. Les fientes malodorantes et acides débarrassent aussi progressivement les pierres de nos monuments et les échafaudages du palais de justice. Une méthode plus douce et plus en accord avec le bien-être animal que la capture et la mise à mort de ces petits êtres gloutons. Pas d'inquiétude, le corps trapu et la tête dodelinante de notre ami à plumes ne cesseront pas de roucouler leur douce mélodie dans nos oreilles. Parce qu'il peut tout de même vivre jusqu'à 10 ans s'il arrive à fonder sa famille pas trop nombreuse. Alors de sa part, bon bisé de Bruxelles. Rou, rou. Merci Divine pour cette histoire assez méconnue et très sympa sur le pigeon de nos villes, le pigeon bisé. Donc, alors on va passer au sujet suivant. C'est un sujet qui concerne Molenbeek. Peut-être que si je vous dis Molenbeek, vous n'allez pas penser directement à la biodiversité. Et pourtant, au cœur de la commune se situe le parc du Skeudbos, un véritable écrin de nature. Chirine, Laura et Maxence s'y sont rendus et on va écouter tout de suite un petit extrait. On n'est pas ici pour préserver des espèces rares, on est ici pour attirer des gens dans la nature, vers la nature. Et donc la nature doit être accessible le plus possible. Alors, coucou Chirine. Bonjour Alexandre. Alors, tu t'es rendu hier, comme je viens de le dire, à la découverte du Skeudbos avec 2 de tes collègues, Maxence et Laura. C'est quoi, en fait, le Skeudbos? Tu peux m'expliquer en 2 mots? Alors, il s'agit d'un espace vert donc à Molenbeek-Saint-Jean qui fait donc 50 hectares et qui est classé car il a une biodiversité remarquable. Du coup, c'est quoi l'origine du Skeudbos? Comment ça se fait qu'il s'est retrouvé là, à Molenbeek? Alors, donc, c'est un espace vert qui existe depuis bien longtemps et il a été menacé pendant les années 90. C'est là qu'est née en fait la SBL, les Amis du Skeudbos, puisqu'il y avait une menace de projets immobiliers. Et la population a décidé de se révolter, si je puis dire, et de protester en créant une ASBL. Et ils ont réussi, du coup, à faire classer les différents hectares du parc. Et du coup, vous avez rencontré un représentant de cette ASBL? Oui, on a rencontré donc Jean, qui est un guide nature et donc qui fait partie de la SBL.
Et alors Jean, est-ce qu'il vous a expliqué pourquoi est-ce que c'est important d'avoir un endroit comme le Skeudbos à Bruxelles? Oui, alors déjà, c'est très important de maintenir la présence de différentes espèces dans notre ville. C'est important de préserver notre biodiversité. Mais en plus de ça, dans le cadre des Amis du Skeudbos, l'idée, en fait, c'est de faire découvrir aussi la biodiversité aux citoyens. Et ils espèrent, en la faisant découvrir, les pousser justement à plus respecter la nature. C'est surtout ça, leur projet. Merci beaucoup Chirine pour ce petit feedback sur votre reportage au Skeudbos. Alors pour tous les viewers qui seraient intéressés, sachez que le POM, donc la petite œuvre multimédia, sera disponible sur Mammouth Media. Donc c'est un podcast agrémenté de photos prises par nos collègues. Alors préserver la biodiversité en ville, c'est un combat de jour, mais c'est aussi un combat de nuit, comme va maintenant nous l'expliquer Milena et sa chronique sur les chauves-souris. Tu crois que l'obscurité est ton allié? Tu n'as fait qu'adopter la pénombre. Moi, je suis né dedans. J'ai été façonné par elle. Je n'ai vu la lumière qu'à l'âge d'homme. Et alors, elle m'a juste paru aveuglante. Si, chez l'être humain, le mot lumière est toujours connoté positivement, on dit le siècle des lumières, la lumière au bout du tunnel, ou même ce n'est pas une lumière, l'éclairage est nuisible pour beaucoup de bestioles, particulièrement celles qui évoluent la nuit. Pas de bol pour elles, les villes sont toujours plus lumineuses le soir et Bruxelles ne fait pas exception à la règle. Parmi les victimes de l'éclairage public, citons entre autres la luciole, dont la petite lumière qui lui sert à attirer son partenaire sexuel se fait noyer par le flot étincelant de LED et autres éclairages. Mais l'abstinence des lucioles n'est pas la seule conséquence de nos nuits éblouissantes. Les chiroptères, plus fréquemment appelés chauves-souris, en font aussi les frais. 3 facteurs combinés leur nuisent. La lumière attirante des lampadaires fait oublier aux insectes, leur principale nourriture, l'importance de dénicher des provisions et de se reproduire. On parle beaucoup de sexualité atomique, mais on en vient aux chauves-souris, promis. Une étude française a révélé qu'en 2 ans à peine, un seul point d'éclairage avait réussi à décimer la quasi-totalité de la population des papillons nocturnes des prés avoisinants. Si leurs proies leur font défaut, les prédateurs deviennent eux plus redoutables encore, car la lumière expose au grand jour leur nurserie, et les rapaces se font une joie de déguster leur pitance servie sur un plateau d'argent. Enfin, la lumière simule le jour et perturbe les chauves-souris, qui tardent alors davantage avant de se mettre en chasse, diminuant ainsi la qualité de lactation des mères et augmentant le taux de natalité des jeunes. Fait particulièrement dramatique quand on sait que les mères n'ont qu'une portée par an d'1 ou 2 jeunes maximum. Heureusement pour les pipistrelles et les murins en moustache, 2 espèces que l'on ressent chez nous, les choses changent petit à petit. À Jette, les lampadaires de l'avenue du Sacré-Cœur sont désormais équipés d'éclairage LED orangé. Cette lumière est moins nocive pour les chauves-souris et est déjà utilisée au rouge cloître d'Odorghem et à Watermal-Boisfort. À l'avenir, pour le bien-être des souris volantes et autres animaux ailés, il serait judicieux que la ville adapte tous les éclairages publics, voire les éteigne définitivement après les 12 coups de minuit. À cette heure-là, de toute façon, les passants ne marchent déjà plus très droit. Merci Milena, mademoiselle chauve-souris de l'équipe, pour cette chronique. Alors, chers viewers, j'espère que ce live vous a plu. Je vous avais promis un quiz en début de live. Malheureusement, nous sommes tenus par le temps. Il n'aura pas lieu. J'espère malgré tout que vous avez été attentifs, que ce live vous a plu. Et je passe maintenant la parole à nos 2 animateurs, Jean et Antoine. C'est ça. Alors, très intéressant. On apprend plein de choses, franchement. Oui, absolument. Je ne sais pas si mon micro... Voilà, oui, absolument, très très bien. On apprend beaucoup de choses, oui. Surtout les graines contraceptives. Mais oui, c'est étonnant quand même. Très, très exceptionnel dans le style. Alors, on revient vers vous, le chat, bien entendu. Vous pouvez continuer. Benoît Poulvord des Batman dans le même live. Que demander de plus? De l'ail avec un frisque. Franchement, il y a plein de très bonnes questions dans le chat. On était un peu obligé de mettre, c'est-à-dire le passage de Poulvord, c'est tellement mythique qu'il fallait l'entendre finalement. Quand même, oui. On peut le dire. On peut le dire. Mais maintenant, on va arriver du coup avec un autre sujet qui est ce qu'il y a dans l'assiette. On va pas manger les pigeons. Quoique ça pourrait être une solution, au final, pour réduire la population de pigeons dans la ville de Bruxelles. Péril. Mais du coup, voilà, aujourd'hui, quand on pense à climat et nourriture, on pense à quoi globalement? C'est un incontournable. Déjà, on a parlé des potagers ici avec une petite référence dans le chat, mais c'est clair que c'est un enjeu de demain. On sait très bien que l'agriculture extensive est très très nocive pour la planète. Ah oui, non, c'est une catastrophe, l'appauvrissement des sols.
Absolument, tout ce qui est en rapport finalement avec la production de nourriture, c'est un enjeu majeur dans le futur finalement, dans le reste de ce siècle. Et justement pour nous en parler, Marois. Oui, absolument. Bonjour tout le monde. Comment tu vas? Je vais très bien, et vous, comment ça va? Mais super, super. Vous nous donnez faim, là. Il est l'heure de manger. Je t'avoue que moi aussi, j'ai faim. J'ai très hâte de faire ce petit drink après le live Twitch. Mais alors, évidemment, merci du coup d'avoir répondu à la première question qui est qu'est-ce que vous pensez quand je vous dis alimentation et climat? Et merci de ne pas avoir répondu des pigeons, du coup. Alors, évidemment, nous, notre génération, on a vécu avec les problèmes climatiques, etc. On a grandi avec ça. Mais c'est pas parce qu'on a grandi avec cette problématique qu'on s'est vraiment intéressé à cette problématique. Par exemple, moi, je m'intéresse beaucoup à la cuisine. Je sais pas comment cuisiner. Donc vraiment, c'est... Oui, non, pas du tout. Des pâtes? Non, même pas. Non, on va pas aller plus loin. Et alors, du coup, évidemment, c'est naturel qu'en fin de compte, on ait plein d'a priori, plein d'idées reçues. Alors nous, du coup, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est vous expliquer 3 grosses idées reçues, vous les démystifier, et on va directement commencer les pieds dans le plat. On va parler de viande, on va parler d'élevage, et on va se demander, est-ce que je peux toujours manger ce bon vieux steak frites que j'adore, ou alors est-ce que je dois directement passer vegan? Et bien la réponse, ça dépend de la qualité de ton steak. En fait, c'est très très simple, parce qu'évidemment, on va citer quelques chiffres. Alors attention, il y en a un qui est particulièrement énorme. L'élevage est responsable de l'émission de 7 milliards de tonnes de CO2 par an. C'est énorme. Ouais, c'est plus que les États-Unis et la France réunis. Ah ouais. Ouais, donc c'est vraiment beaucoup. Et une des autres raisons de la forte pollution de l'élevage, c'est l'agriculture qui est liée. Parce qu'évidemment, pour nourrir toutes ces bêtes qu'on s'apprête à déguster, il faut des céréales et en l'occurrence du soja. Ouais. Mais ce soja-là, où est-ce qu'on le trouve? En Amazonie. Là où on coupe des arbres. Oui, exactement. Donc c'est un petit peu loin. Mais on va couper des arbres en Amazonie pour pouvoir permettre au soja de pousser. On va prendre le soja de l'Amazonie, le faire manger aux bêtes qui se trouvent en Europe. Et après, le problème, c'est que les bêtes émettent du CO2. Les arbres sont censés absorber ce CO2. Mais quand on coupe les arbres pour nourrir les bêtes, c'est un cercle vicieux et on est face à un gros souci. Mais j'ai entendu récemment qu'en Amazonie, maintenant, ils essayent de compter et qu'apparemment, l'Amazonie émettrait beaucoup plus de CO2 qu'elle en capture. Oui, justement, il y a plein de choses qui sont en train d'être mises en place, mais l'Amazonie est un énorme souci d'agriculture et de déforestation qui date malheureusement, mais c'est vrai que de plus en plus de personnes se battent pour faire en sorte que la déforestation en Amazonie s'arrête complètement. Et on n'y est pas encore malheureusement, mais alors évidemment on ne va pas être fataliste, heureusement, il y a plein de solutions. Et du coup, pour avoir ces solutions, on a rencontré André Majerotte, qui est directeur de la boucherie Majerotte, dont la particularité est de jouer le rôle d'éleveur et de boucher. La première question évidemment que nous lui avons posée, on a mis les pieds dans le plat clairement, c'est est-ce qu'on mange trop de viande? On mange, et je ne prêche pas pour ma chapelle, hein, on mange beaucoup trop de viande. Hein, mais pourquoi ne pas manger moins de viande, mais de bien meilleure qualité? Ça sous-entendrait à ce moment-là que ces animaux ont été élevés dans de toutes bonnes conditions, dans le respect de la planète aussi, puisqu'il n'y a pas surpopulation à certains endroits, etc. Il n'y a pas de problème d'azote, etc., avec les effluents et tout. Il faut arrêter ces élevages industriels qui, là, ça détruit la planète. Justement, pour revenir à cette problématique du soja dont je vous parlais il y a quelques secondes, comment fait-il, lui, pour nourrir sa bête de manière durable? Comment fait-il? Alors, normalement, il devrait arriver. On s'est dit, oui, mais finalement, dans le temps, on avait les porcs qui couraient dans la campagne, qui allaient dans la forêt, manger les glands, comme ça se fait encore en Corse, des choses comme ça. Et alors, on s'est dit, on va reproduire la même chose. On a réintroduit le porc dans son milieu naturel. Il faut dire que c'est une technique qui existait déjà, mais qui avait été complètement oubliée et abandonnée d'ailleurs, pour faire du hors-sol, comme ça se fait en Flandre, etc. Et alors, on a donc été les premiers à remettre le porc dans les prairies, etc., en Ardennes. Là, on a une densité d'animaux à l'hectare qui est ridicule, entre guillemets. Hein. Mon cahier des charges, lui, c'est 25 porcs à l'hectare. Hein. Donc, c'est, comme je disais tantôt, c'est 2 terrains de tennis par porc. Bon, ce qui fait qu'on n'a pas d'épandage massif de lisiers, de purins, etc.
c'est chaque porc qui va faire ses petits besoins là ponctuellement un peu partout. La pluie suivante dilue le tout. On n'a pas une charge en azote épouvantable là sur des terrains. Alors voilà, donc évidemment, les porcs ont énormément de place, mais côté céréales, ce qu'on leur donne, en fait, c'est des céréales qui proviennent, qui sont locales d'ailleurs. Donc les porcs mangent bio et local chez eux. Et alors, c'est des céréales qui viennent de leurs voisins qui sont fermiers. Donc évidemment, ils évitent entièrement le soja maintenant. Ils ont bien pensé à cette nouvelle idée. Alors la dernière question qu'on a posée à André Majerotte, on parle du bio, on parle toujours du bio. On se dit que le bio, ça veut dire manger sain, mais si il parle aussi bien de ces bovins, ça veut dire qu'il pense qu'il les élève bien. Alors pourquoi est-ce qu'il n'a pas eu ce label bio? Au début, il y a une bonne vingtaine d'années, on utilisait du soja. J'ai dit non, on arrête le soja, parce qu'il y a des tas de raisons que vous connaissez. Et on a fait des recherches et on a remplacé le soja par différentes céréales et légumineuses locales pour arriver au même résultat. Parce que c'est vrai que le soja, c'est très bien au niveau apport protéique, etc. Et tout. Mais on est arrivé à s'en passer. Ici, on travaille avec des céréales locales, et des légumineuses locales aussi, et on arrive à faire une ration équilibrée sans pour autant mettre la planète en péril, quoi. Voilà, donc tout à fait. Donc ça, c'était la réponse à la question précédente sur le soja. Je pense que vous l'aurez compris. Est-ce que, du coup, petite question à la régie, est-ce qu'on a la réponse à la dernière question par rapport au label bio? Je ne veux pas être bio parce que j'estime que pour nous, bio, ce n'est pas assez. Un simple exemple, vous avez par exemple des animaux malades, que ce soit en bovin, en porc ou que sais-je, vous allez aussitôt demander une dérogation à l'organisme certificateur bio pour pouvoir donner des antibiotiques, le soigner, procéder à des médications à outrance pour arriver de toute façon à un résultat qui n'est pas garanti. Je préfère pas. On abrège les souffrances de l'animal et c'est très bien pour tout le monde. Voilà, et donc c'est exactement ce fameux label bio qui va nous mener à notre deuxième idée reçue. Est-ce qu'un aliment sain est un aliment bio? Alors attention, réponse très complexe. Non, très clairement. Un aliment bio n'est absolument pas un aliment sain. Non, pardon, l'inverse. Un aliment sain n'est pas obligatoirement un aliment bio, mais un aliment bio est un aliment sain. En fait, le terme bio, c'est un petit peu comme si je vous parlais du mot BIC. Le bio est une marque. Il y a un peu tout derrière qui vient se mettre. Exactement. C'est comme ici, BIC est une marque. Derrière, on pense à un stylo Bi, et quand on dit bio est une marque, bio est un label, mais derrière, on pense nourriture saine. Alors en fait, quand je vous dis que le bio, là, je vous parle d'une manière générale, mais en fait, en Europe, il y a 10 labels et certifications qui donnent... qui approuvent le fait qu'un aliment est sain ou non. Alors évidemment, le label qu'on connaît tous, c'est la petite feuille verte qu'on pourra voir en photo sur le Twitch. En fait, celui-là, c'est le label d'agriculture biologique européen. Donc, cette petite feuille verte, on la verra qu'en Europe, et donc pas aux États-Unis, par exemple. Alors évidemment, pour l'obtenir, cette petite feuille, il y a un cahier des charges assez important à respecter. Alors je vais vous l'épargner parce que c'est très long et qu'on n'a absolument pas le temps. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'en janvier 2022, ce cahier des charges va être renouvelé. Il va y avoir une mise à jour avec 4 points très importants. Un renforcement du système de contrôle, de nouvelles règles applicables aux producteurs, de nouvelles règles applicables aux produits biologiques et enfin, une gamme plus large de produits pouvant être commercialisés en tant que produits biologiques. Donc un cahier des charges de plus en plus complexe qui devrait ramener le bio vers quelque chose de plus en plus intéressant, même si, on le rappelle, ça reste qu'un label. Et le meilleur exemple qu'on a, c'est André, tout simplement. Alors évidemment, on ne pouvait pas parler de nourriture et de climat sans parler de cette troisième idée reçue, le bio, c'est cher. Alors évidemment, en tant qu'étudiant, on sait tous que quand c'est la dèche, qu'en général... Le bio, c'est compliqué à ces moments-là. Oui, exactement. On va pas, quand ton jus, à la place d'avoir 70-80 centimes, il est à 2,80 €, ça fait mal au portefeuille. Oui, tu vas prendre un coca, oui, on est tout à fait d'accord. C'est ça. Et alors évidemment, pourquoi est-ce que le bio, avec ou sans label d'ailleurs, est aussi cher? C'est une question qu'on a essayé d'aller poser à Brigitte Bruynings, qui est la directrice de Sequoia, un magasin bio et local à Bruxelles. Mais avant de répondre à cette question, je vais vous demander tout simplement, c'est quoi, à quel besoin répond Sequoia? Il y a différents enjeux. D'abord, durable et local, ce sont deux enjeux. Alors, c'est pas Brigitte, je pense que vous l'aurez entendu. Donc, c'est nous qui sommes allés chercher des producteurs bio en collaboration avec la Sainte. Non plus.
Brigitte est en route, visiblement, mais... Elle va arriver. Très bien, c'est pas grave. On a un souci visiblement avec le Sequoia, pas de souci. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que Sequoia est donc un magasin qui se trouve à Bruxelles. Ils ont décidé d'ouvrir ce magasin pour répondre à cette demande de justement avoir plus de bio et avoir un bio beaucoup plus accessible dans un grand magasin, par exemple. Et alors, lorsqu'on lui a demandé la question sur le prix du bio, pourquoi c'était aussi cher, eh bien, en fait, le problème n'est pas la marge qu'ils font, parce qu'ils font une marge respectable, selon eux, bien évidemment, mais c'est le prix d'achat de base des denrées, vu qu'évidemment, pour pouvoir produire du bio, il faut des céréales de bonne qualité, il faut de la place, etc., ce qui n'est pas disponible partout. Et évidemment, la qualité a un prix, on le connaît. Des fois, c'est un peu plus important, et des fois, on arrive à faire des marges beaucoup plus intéressantes. Donc, tout dépend du magasin. Le mieux, évidemment, c'est d'aller faire du local. Si vous connaissez un fermier, allez directement chez le fermier. C'est beaucoup plus intéressant pour vous, pour votre portefeuille, et j'imagine pour votre cuisine aussi. Et alors, évidemment, ce n'est pas un secret. Donc, comme je disais, quand on est étudiant, c'est beaucoup plus difficile de bien manger. Mais pendant cette crise sanitaire, certaines universités ont décidé de mettre les pieds dans le plat et de proposer des vraies nouveautés, comme par exemple l'Université de Liège, qui a décidé de proposer une distribution de paniers repas bio gratuitement pour les étudiants qui seraient dans le besoin. Et donc, Aurore Bérin, la gestionnaire de cette action, nous a expliqué comment cette idée leur est venue et pourquoi avoir choisi le bio, justement. Alimentaire liégeoise. Donc, il y a eu un projet qui s'est mis très rapidement en place, donc pour vraiment répondre aux besoins des étudiants. Et donc, c'est vrai qu'il y avait le besoin de donner de la nourriture, mais qu'elle soit saine, équilibrée et alors bio. Et donc, la ceinture alimentaire liégeoise nous a aidé à trouver des producteurs qui savaient répondre rapidement à la demande et en grande quantité, puisque ici, ça représente quand même 350 paniers sur Liège, 50 sur Jean-Blou et 25 sur Arlon. Alors, non seulement c'est du bio, mais en plus, c'est du local. Et donc, du coup, en effet, c'était pas facile parce que d'ailleurs, on a plusieurs fournisseurs parce que répondre à une demande de quantité chaque semaine, c'était pas facile. Et c'est certain qu'en allant faire des courses en grande surface, ça aurait été plus facile. Et donc, la logistique de départ a été assez colossal. Et maintenant, la logistique sur place, c'est chaque jeudi une organisation qui commence à être rodée, mais qui reste importante, puisque c'est chaque fournisseur qui vient livrer ses aliments, et puis on compile le tout pour faire un panier complet à donner aux étudiants. Je crois que maintenant, il y a de plus en plus d'initiatives qu'il y a des possibilités d'avoir des paniers alimentaires à différents endroits. En tout cas, sur Liège, il y a plusieurs initiatives presque à côté d'où on fait la distribution d'autres jours. Par contre, s'acheter du local, du bio et du sain, ça reste pas nécessairement évident pour un étudiant. C'est vrai que c'est un autre budget. Maintenant, c'est vrai que vu qu'on va en direct chez le producteur, on n'a pas d'intermédiaire point de vue financier. Donc, c'est vrai que d'aller directement chez un producteur, c'est quand même moins cher que d'aller se fournir dans un magasin qui est intermédiaire. Mais en effet, il y a des étudiants qui se présentent parce que ils ne savent pas se payer à manger, en tout cas pour l'instant. Il y a ceux qui savent le faire, mais qui préfèrent, s'ils peuvent s'épargner cet argent-là pour faire d'autres choses, c'est toujours intéressant. Et puis, il y a ceux qui savent se payer à manger, mais qui se payer du bio, c'est pas évident. Et donc, ça permet d'avoir en effet cette alimentation saine et de provenance bio. Allez, donc voilà, cette distribution avait donc lieu aujourd'hui. Alors pour rappel, ces distributions continuent à avoir lieu jusqu'en juin, si vous êtes intéressés. Et évidemment, aujourd'hui, il y avait eu 150 étudiants qui avaient profité de ces paniers repas. Donc si vous êtes dans le besoin, n'hésitez pas à y aller. Alors Roxane, on va un petit peu s'élever, poser des questions un peu plus générales. Tu as interviewé Alexandre Bertrand, c'est bien ça ? Oui, c'est bien ça. Donc, Alexandre Bertrand est spécialisé dans l'alimentation durable et la relocalisation de l'économie. Il a répondu à nos questions concernant justement la démocratisation de cette alimentation durable, locale et saine. Donc, la première question est la suivante. Pourquoi est-ce important de consommer local et durable ? Il y a différents enjeux. D'abord, durable et local, ce sont deux enjeux liés mais différents. J'imagine que dans durable, on parle principalement ici de la dimension environnementale.
Et donc, pourquoi est-ce que l'aspect environnemental est important? Parce que l'agriculture a pris une tournure intensive et parfois déconnectée des enjeux sociaux depuis une quarantaine d'années, même un peu plus. Et donc, on a opté pour des pratiques agricoles plus intensives et donc beaucoup moins axées sur la biodiversité, sur la qualité des sols, sur la santé, hein, en pulvérisant, en ajoutant de nombreux intrants chimiques. Il est important d'avoir une agriculture qui respecte l'environnement. C'est une chose importante. On le voit aujourd'hui avec les objectifs de développement durable des Nations Unies. Eh bien, la Belgique est un mauvais élève en matière de biodiversité, d'approche de la biodiversité. Donc, c'est un enjeu fondamental. La biodiversité est en train de se raréfier. On a de plus en plus de zones bâties. L'agriculture prend de plus en plus de place également. Et donc, cet enjeu de durabilité d'un point de vue environnemental est certainement crucial aujourd'hui en 2021. La question suivante, c'est manger localement, durablement et sainement pour les personnes en situation précaire. Est-ce que c'est possible? Ça va dépendre, parce que les situations sont assez variées. Depuis que j'ai vu apparaître la consommation durable il y a une vingtaine d'années, on le sait, on le dit, c'est une consommation qui s'avère souvent plus onéreuse et qui n'est pas très démocratisée, qui ne peut pas se banaliser au plus grand nombre. Malheureusement, c'est encore souvent le cas. Certains y arrivent très bien parce qu'ils ont déjà opéré des changements structurels dans leur propre consommation et malgré le fait qu'ils aient peu de moyens, ils ont gardé le contact avec le potager, avec certaines sources d'approvisionnement local, avec une entraide mutuelle de proximité. Et donc, on peut dire que certaines personnes, bien ancrées dans leur communauté, eh bien, ont pu maintenir un niveau de consommation durable sans pour autant devoir déployer des moyens importants. Par contre, ce qui est effectivement compliqué, c'est de sortir d'une consommation dite classique, grande distribution et autres, et du jour au lendemain de basculer et de devenir un éco-consommateur solidaire, décroissant et résilient. Là, c'est probablement un processus qui doit se faire sur plusieurs mois, plusieurs années. Ça demande un peu de connaissances et tout le monde n'a pas le temps de procéder à cela, d'une part. Tout le monde n'a pas non plus le niveau d'instruction pour se rendre compte des incidences de sa consommation. Et tout le monde n'a pas les moyens, évidemment. Et pour finir, quel est le plus gros enjeu actuel en ce qui concerne l'alimentation, le climat ou encore la consommation? Ce serait de la banaliser, de la généraliser. On aimerait tellement, depuis longtemps on le dit, retourner les choses et dire on ne devrait pas appeler l'alimentation durable, on devrait l'appeler alimentation et connoter l'alimentation non durable, suremballée, remplie d'intrants chimiques, l'alimentation non durable ou l'alimentation chimique ou l'alimentation néfaste. On ne devrait plus appeler un produit bio, on devrait appeler les autres produits des produits non bio. Il n'est pas normal qu'on parle de commerce équitable, ça devrait être le commerce de manière banalisée. Pour ça, il y a encore énormément d'enjeux. Je pense que ça passe par énormément de conscientisation. Alors c'est en cours, mais il y a encore énormément de travail à faire. Ça passe aussi par de l'incitation, parce que beaucoup de gens sont au courant, mais bon, ce n'est pas pour autant qu'on va changer ces comportements. Donc il faut encore trouver de nouvelles formes d'incitation. Voilà, donc c'est le maître mot de ce live, ça a été il faut trouver de nouvelles manières d'agir. Alors évidemment, le maître mot sera aussi tout est une question de dosage, évidemment. Oui. Est-ce qu'on arrive aujourd'hui à bien doser, à ton avis? C'est une grande question en fait. Vraiment, soit on va être vegan et on va tout arrêter, soit on va continuer à consommer un tas de viande immense. Non, à mon avis, il faut tout simplement arriver à trouver un juste milieu. Oui. Est-ce que toi, tu te considères aussi comme une consommatrice? Moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'essayer de peut-être pas diminuer ma consommation de viande, mais essayer de mieux manger et d'aller chez un boucher vraiment, peut-être pas bio, parce que j'en ai pas à côté de chez moi, bêtement, hein, c'est une bête raison, mais il faudra peut-être en mettre dans plus d'endroits, mais je vais plus chez des bouchers, ma viande, je vais pas l'acheter dans des grandes surfaces. J'essaie d'avoir toutes ces petites choses que je peux faire, mais malheureusement... si j'ai besoin de me déplacer, je vais encore prendre la voiture quand je finirai par avoir ce permis, mais je sais que ce sera ça. Oui, on y croit.
Alors, on a pas mal de bonnes questions du chat. Après, là, ça va être plus à notre avis. Quel soutien manque-t-il pour rendre la nourriture bio, saine, etc., bon marché ou meilleur marché? Eh bien, je pense que tout simplement, il faudrait faire en sorte que, au niveau de l'agriculteur directement, il y ait de moins en moins d'intermédiaires, qu'on aille directement chez l'agriculteur pour pouvoir lui acheter ses produits, son bétail, etc. Parce que je pense que ce qui fait en sorte qu'un prix augmente, ce sont les intermédiaires, ce sont les personnes qui ont besoin de faire des marges sur un prix. C'est ça. Et parfois, en fait, nous, en achetant directement chez le producteur, on lui rapporte beaucoup plus que ce qu'un système de grande distribution lui aurait rapporté pour ses produits. Donc oui, je pense que c'est intéressant. Quid du bio-discount? Ça rentre dans le cahier des charges du bio européen. Mais j'imagine que ce n'est pas si sain que ça. En fait, c'est du bio-industriel et le coût pour l'environnement, mais aussi social, doit rester élevé. C'est sûr que le bio, maintenant que, donc comme je l'ai dit, c'est un label, c'est devenu une marque, c'est devenu une fin en soi. Maintenant, c'est toujours très compliqué. Il y a un cahier des charges très complexe qu'il faut respecter. Comme l'a expliqué Alain, donc notre éleveur boucher, c'est quelque chose de complexe. Et même si on travaille d'une manière très saine, on n'a pas vraiment envie d'avoir ce label bio. Du coup, ce label, il est controversé chez certains éleveurs et il est adulé chez certains consommateurs. Donc c'est complexe. D'accord, un grand merci. Avec plaisir, merci à vous. Il faut citer la source de la question pour les crédits. Merci Zizou, Zoro, pour vos questions. Laura Schneider qui demandait... Pardon ? J'espère que c'est assez bon comme référencement, ils se reconnaîtront sans doute. Oui, très probable. Il y en a qui demandent aussi, le nouveau cahier des charges bio, ça va compliquer le travail des agriculteurs, avec plus de contrôle, etc. Oui, ça c'est sûr et certain. Ils vont avoir plus de contrôle. Il y aura, évidemment, vu qu'un cahier des charges est plus long, pour avoir ce label bio maintenant, il faudra répondre à beaucoup plus de questions, être beaucoup plus strict. Maintenant, l'idée est de faire en sorte que le consommateur ait un produit de meilleure qualité, mais sauf que maintenant, pour les agriculteurs, c'est beaucoup plus compliqué. Est-ce que certains vont vraiment avoir envie de répondre à toutes les questions du bio ou bien juste ne pas prendre ce label et continuer à faire leur vie, quoi. Oui, c'est ça. C'est comme là, ici, on nous fait remarquer, oui, les choses qui sont bio, les tomates, les concombres bio qui viennent du fin fond de l'Espagne. Oui, c'est ça. C'est pas forcément meilleur non plus. Ah non, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Le mieux, c'est vraiment le combo bio et local. Oui, c'est ça. Mais un grand merci à vous, vraiment, c'était très intéressant. Mais merci à vous. Donc voilà, Antoine, on peut dire qu'on sera passé du porc avec un T au porc avec un C. Tu l'as bossé celle-là. Je l'ai bossé. Tu as réfléchi pendant les interludes, tu t'es dit ça passerait bien. Mais non, mais ça va. Mais c'était super intéressant. Je pense qu'on a passé 48 heures quand même assez intensives à réfléchir. Oui, avec un chat qui a bien fonctionné d'ailleurs, qui était bien présent. Ça fait toujours plaisir. Quand on est un peu à la recherche d'inspiration, on a toujours un bon chat. Ça fait vraiment plaisir pour le coup. Mais voilà, un grand merci à vous tous de nous avoir suivis aujourd'hui pour ce live Twitch. Merci aussi à l'ARES qui nous a soutenus. Donc c'est l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur qui a soutenu en fait ces réflexions. Oui, on n'aurait pas pu avoir de live sans eux, clairement, on peut le dire. Oui, mais voilà, il y a le chat qui nous remercie. Merci beaucoup à vous tous d'avoir réagi. Merci à tous nos professeurs qui nous ont encadrés pendant ces derniers jours. Oui, et merci aux ingénieurs du son, de la lumière, au niveau de la mise en scène. Ça a été très bon. On a eu quelques petits couacs, mais bon, c'est les aléas du direct. Oui, c'est ça. C'est pardonnable. Donc c'est ça, les techniciens. Donc il y a John, il y a Paul, il y a Yvan Anon qui nous a aidés au son. Et donc voilà, merci à tous nos encadrants. On va y arriver. Puis merci à toi, Antoine. Mais merci à toi, Jean. Ça fait toujours plaisir. Mais oui, mais on se remet ça quand vous voulez, en soi. Oui, absolument. Un petit live Twitch sur Mammouth Media. N'hésitez pas à nous rejoindre aussi sur tous nos autres réseaux sociaux, Facebook, Twitter. N'hésitez pas à aller voir notre site. Et Instagram. Pardon. Notre site mammouth.media. Vous pouvez revoir un peu les coulisses de notre live et du live du groupe vidéo précédent sur... Absolument, et tous les pommes, ce qu'on appelle les pommes finalement. Oui. Donc les productions multimédia seront disponibles d'ailleurs sur la page Facebook et Instagram de Mammouth Media, si jamais vous voulez reconsulter. La rediffusion est également disponible via l'article. Oui, c'est ça. On a un article où on pourra retrouver les 4 parties directement. Exactement.
Et peut-être à la prochaine fois pour le fameux quiz question pour un climaton qui peut-être aura lieu la prochaine fois. On l'espère en tout cas. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci. Au revoir.